Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Ce soir, je reçois M. Serge Letchimy, le député de la Martinique, président du Parti progressiste martiniquais et tête de file de l'Alliance pour ces prochaines élections de la 7e, le 20 et le 27 juin. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir et bonsoir à toute la Martinique. Pas seulement la Martinique, hein. Oui. On nous regarde aussi en Guadeloupe, en Guyane, en France. Oui. Et nous avons des Martiniquais qui sont partout. Et il faut justement leur dire qu'il ne faut pas qu'ils oublient de voter par procuration. Je crois que maintenant, on peut voter pour deux personnes. On peut avoir deux procurations. On peut voter 3 fois. On peut, voilà, en son nom propre. Voilà. Et pour 2 autres personnes. Voilà. Bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent. Et à ce propos, déjà en préambule, je dis que on peut aussi s'inscrire toujours sur les listes électorales jusqu'au 13 ou au 14 mai, oui. Parce qu'avant, c'était le 31 décembre qu'il fallait s'inscrire pour voter l'année suivante. Absolument. Donc les gens, certaines personnes ne le savent pas, donc on le répète régulièrement, vous avez encore le temps d'aller vous inscrire, voilà, et de ne pas laisser les gens voter pour vous. Nous recevons aussi le maire de la belle commune du Nord, là où habite aussi Mawa, monsieur le maire, monsieur Salibert. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, M. Gagné. Bonsoir à tous les spectateurs de Zouk TV dans le monde entier. Et bonsoir à mon ami Jacques Mornevert, mon frère de lait. Jacques Michelin. Très bien, merci beaucoup. Toute la population du Mornevert aussi. Bien sûr, et membre de l'Alliance. Membre de l'Alliance, voilà. Et nous avons aussi M. Odona. Lui, c'est le Sud qui est représenté. Donc, en fait, c'est Fort-de-France, le Nord et le Sud. Absolument. Ce sera autour de la table. Bonsoir, M. Odona. Bonsoir, M. Granier, bonsoir aux collègues et puis bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Zouk TV. Alors, vous vous êtes déjà présenté aux élections municipales au Vauclin. Oui, et vous avez fait un très très beau score. Oui, effectivement, mais pas suffisant pour gagner. J'espère que la prochaine fois sera la bonne. Bien. Alors, monsieur le député peut-être de l'Alliance, est-ce que déjà on peut faire un petit point sur ce qui s'est passé sur la dernière mandature en cours, qui n'est pas tout à fait achevée, mais bon, elle est moribonde. C'est bientôt. Quels sont les points peut-être qui n'ont pas été faits correctement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette mandature 2015-2021? Et on parlera bien sûr de la nouvelle mandature qui approche. Oui, je pense que les Martiniquais attendent beaucoup sur les propositions qu'on pourrait formuler pour l'avenir. C'est surtout ça qui est essentiel aujourd'hui. Le regard qu'on peut porter sur l'Alliance est pour moi clair. Je préfère emprunter la phrase de Pierre Samo qui dit ni revanche ni vengeance. C'est-à-dire que ne pas analyser le passé avec haine, avec dégoût, avec mépris, avec condescendance. Je pense qu'il faut absolument tenir une ligne en disant soyons critiques vis-à-vis de ce qui s'est passé, considérons que ce qui s'est passé est passé et regardons l'avenir. Ceci, pour répondre précisément à votre question, pour moi il y a 3 éléments. La première chose, c'est que cette équipe qui a été conçue en 2015 d'une certaine manière que tout le monde connaît, c'est-à-dire les alliances contre nature, ça a eu comme effet ce qu'on avait prévu, une gouvernance pendant 5 ans désastreuse, vraiment désastreuse. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, dire qui a tort, qui a raison, mais cela veut dire que pour l'avenir, il faut absolument en tenir compte. Ne pas proposer à la population en 2021 la même chose qu'on a proposé en 2015. Il faut avoir une alliance saine, une alliance structurée, avec des lignes qu'on partage ensemble, et pas une alliance de circonstances simplement pour gagner. Parce que l'orgueil ou maille pour 7 ans, et pendant 7 ans, il faut pouvoir s'entendre. C'est d'ailleurs pour cela que je suis très content d'avoir à mes côtés Lucien et Fernand, au nord et au sud, pour bien montrer qu'on est sous une ligne à la fois de projet, d'équipe, de philosophie et d'organisation. Parce que ce qui est le plus important, c'est la crédibilité d'une gouvernance. Une gouvernance ne peut pas être crédible, structurée et performante si elle n'est pas saine. Et ce n'est pas seulement sur le plan politique, c'est sur le plan humain. Et c'est très important pour moi. La deuxième chose, c'est que avoir une telle alliance a conduit à un manque de vision
et une absence totale de projet, pour répondre à votre question. Une absence totale. Avec des décisions à l'emporte-pièce, surtout sur l'eau, sur l'essence. L'augmentation du prix de l'essence que nous avons de 17 centimes en 2016, est-ce que ça se justifiait? Question. Bon, je prends cet exemple-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire demain? Bon. Donc ces décisions à l'emporte-pièce à décrédibiliser et sinon déclasser la Martinique, ça a été accompagné d'une philosophie du non-investissement. C'est-à-dire on n'investit pas. On préfère garder, c'est peut-être une philosophie, mais le non-investissement est un problème en soi. La troisième chose, c'est que nous avons, comme conséquence de ces deux observations qui ont été faites, à partir de ces deux observations, des conséquences désastreuses sur l'économie, sur la précarisation des jeunes, sur la situation des personnes âgées. Vous avez des milliers de personnes qui ont droit à des aides, y compris l'aide personnalisée à l'autonomie, qui n'ont pas accès à ces aides simplement parce que les dossiers ne sont pas traités. Un statu quo de gouvernance interne avec un personnel qui n'est pas structuré et qui est en burn-out le plus souvent, avec une absence d'organigramme. Et les conséquences s'enchaînent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Martinique en classement est juste avant Mayotte par rapport à la Réunion, à la Guadeloupe et à la Guyane. Donc voilà le regard. Mais quand je dis ça pour conclure sur ce volet-là, ce n'est pas une attitude haineuse, une attitude méchante, de critique gratuite, violente, ni envers le président Marie-Jeanne, qui a présidé pendant 5 ans. Tout le monde savait qui il était, quel est son comportement. Bon, j'allais dire, à la limite, il a fait ce qu'il a pu, quoi. Bon. Mais il faut absolument que la Martinique ne recommence pas dans une perspective strictement de pouvoir à reproduire les mêmes effets. Il nous faut une vision claire. C'est pour ça d'ailleurs que notre Alliance propose une série de projets qu'on pourra expliquer tout à l'heure sur les domaines qui sont clés pour nous permettre de regarder demain en confiance. Alors, monsieur le député, vous avez parlé de l'essence, l'augmentation de l'essence, mais il y a un prix qui... les gens qui nous regardent, qui nous appellent, et dans nos différentes émissions, nous parlent tout le temps de le prix de la bouteille de gaz, qui est beaucoup plus cher que la Guadeloupe. Ça paraît un petit peu dérisoire de dire ça, mais pourtant, c'est quelque chose d'important pour les foyers qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et une bouteille de gaz, la différence est véritablement disproportionnée entre la Martinique et la Guadeloupe. Et ils nous demandent pourquoi. Un chiffre. 75% du prix de la bouteille de gaz, c'est de la taxation et CTM. Et 80% du financement de CTM et octroi de mer. 80% du financement de l'essence, du prix de l'essence, c'est octroi de mer et CTM sur la taxe sur les produits pétroliers. Donc cela veut dire que chaque fois qu'on va toucher à ça et augmenter le prix de 17 centimes en 2016, la catastrophe va s'enchaîner parce que l'évolution du prix du Brent, à un moment donné, va jouer tellement sur une masse financière qui n'était pas la même au départ. Ce qui veut dire que la question centrale qu'on peut poser, que j'avais critiquée à ce moment-là, est-ce qu'il fallait, oui ou non, augmenter de 17 centimes l'essence en Martinique en 2016, qui a plombé le panier de la ménagère. Je prends un chiffre. Je faisais un plein pour 55 €. Aujourd'hui, c'est 83 €. Oui. Tout le monde qui a coûté moins, c'est ça qu'a fait. 83 € l'offre en plein. Alors, c'était 55 €. Donc, on a environ 20 à 30 €. On a une différence avec la Guadeloupe qui est de l'ordre de mémoire de 7 à 9 € pour le prix de la bouteille de gaz. Pour quelle raison? Puisqu'ils n'ont pas fait la même stratégie. On doit, mes amis et moi, nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une proposition, compte tenu de la souffrance de la population, sur le prix du gaz et le prix de l'essence? Comme c'est un prix contrôlé, raisonné, un prix maîtrisé, puisque c'est comme ça pour ces deux produits, on peut aussi réguler le prix être dans un prix réglementé, mais on peut aussi se dire, comme j'avais fait à la mairie de Fort-de-France quand je suis arrivé en 2001, j'ai baissé de 1% l'évolution de la taxe d'habitation, de la taxe foncière. Ça a permis aux gens de souffler un petit peu, mais il faut donner un signe. Alors on va me dire, oui, mais si vous baissez, vous allez perdre des recettes. Non, si vous baissez, le volume consommé sera encore plus important et va rattraper la baisse que vous avez faite.
Moi, je pense que c'est un des sujets que nous allons discuter dans le détail, bien sûr, que nous allons proposer à l'Assemblée de Martinique quand ce sera installé, si nous sommes retenus, pour arrêter ce saignement. D'autant plus qu'on met 17 centimes de plus. On augmente de 20 à 30 euros l'essence. Ce n'est pas le Bren qui l'a fait, c'est nous qui faillit. Bon. Et en même temps, on termine avec 75 millions d'euros d'excédent l'an dernier, et on parle de 150 à 200 millions d'euros d'excédent cette année. Donc, en plus, si la taxation était plus élevée pour investir, aider les associations, monter des projets d'insertion et financer l'accompagnement des entreprises, on a dû, l'an dernier, réduire les aides aux entreprises simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. Et un petit prêt relais aurait permis d'aider les entreprises, on ne l'a pas fait. Donc c'est un raisonnement qui ne tient pas. Bien entendu, nous ne faisons que le constat. Nous ne sommes pas comptables de ce qui s'est fait auparavant. Très bien. Donc si vous êtes aux affaires, les ménagères seront contentes ce soir d'entendre que le prix du gaz va baisser. J'ai dit que je vais étudier. Oui, c'est bon. Le prix du gaz est éventuellement le prix de l'essence. Mais je préfère être honnête avec tout le monde. C'est dans la ligne des propositions que nous allons formuler. Maintenant, il faut l'étudier pour voir si nous confirmons. J'ai deux spécialistes avec nous. Je vois que vous avez un banquier avec vous. Il y a un banquier. Mon palais est déjà à prendre des décisions que de ne pas discuter. Quoi. Oui, non, mais tout ce que je peux dire, c'est que, bon, c'est vrai que c'est un aspect qu'il a parlé, qui est un aspect qui est très important, parce que ça touche au porte-monnaie de la population, et en particulier des gens qui sont dans les situations les plus difficiles. Mais il y a un deuxième aspect, c'est l'accompagnement des gens qui sont en situation difficile. La région l'ancienne région de 2010 à 2015 avait remis à chaque commune le budget social pour pouvoir gérer les gens qui sont en situation difficile, chacun dans sa commune. Qui mieux que le maire sait qui est en difficulté? Avec le Covid nous a eu quelque chose de bon, c'est que ça nous a rapprochés encore plus de notre population. Par les visites obligatoires, par le fait de porter des masques, par le fait de livrer des repas. Ça nous a fait toucher de plus près encore les difficultés des gens qui sont appelés vulnérables. Mais malheureusement, le budget qui nous avait été alloué à l'époque par la région nous a été repris. Tout a été centralisé. Il faut que le budget social soit redonné aux maires qui sont les seuls et les plus proches du terrain pour pouvoir juger des aides qui sont en situation de portée. Et ça fait partie de l'un des points sur lesquels je rejoins M. Letchimy et nous de l'Alliance. C'est un point capital pour nous, pour pouvoir aider les gens en difficulté, puisqu'on parlait des gens en difficulté. Et ça n'est pas le seul. Alors c'est bien ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on entend très souvent les politiques, on les voit au moment des élections, ils viennent sur des tréteaux parler, mais après, on ne les voit plus. On ne peut pas vous dire ça, M. Donat, vous n'avez pas encore été élu maire. Mais enfin, vous avez sûrement entendu ça, M. le maire. Oui, mais... M. Letchimy aussi, comme maire, président, député, ce sont des choses qu'on entend. Et la population a peut-être besoin, à certains moments, qu'on se rapproche d'elle. Peut-être, hein, tout simplement. Nous, M. Gagné, aujourd'hui, nous vivons avec notre population et tout près de notre population. Le maire, c'est lui, c'est vrai, il est au contact tous les jours. Mais je reçois, et pas plus moi ou un autre, nous recevons régulièrement les gens. Nous entendons leurs souffrances. Nous connaissons leurs besoins. Nous savons ce qu'il faut faire pour les sortir d'embarras. Mais nous savons aussi comment projeter un certain nombre de choses sur les communes. Et tout à l'heure, on parlera d'économie, on parlera d'investissement probablement, dans les communes rurales en particulier. Nous avons un objectif commun qui est l'autosuffisance alimentaire. Le développement des zones rurales, et je suis un homme des zones rurales. Le désenclavement, qui me pose autant de problèmes. Oui. Le désenclavement de zones agricoles à forte potentialité. Tout à fait. Parce que je refuse que pour le développement agricole, aujourd'hui encore, les agriculteurs portent des choses sur leur tête. Et c'est encore le cas dans certains coins. Oui. Il faut désenclaver les terres qui sont non chlordéconées pour remettre ces terres aux agriculteurs pour qu'ils puissent nous nourrir convenablement, nous nourrir sainement. Alors c'est vrai que ça va nous faire des combats.
Ça va nous faire des combats avec l'administration. Je ne pensais même pas avec certaines de nos propres associations que nous soutenons quelquefois, mais avec nos propres associations, ça peut poser quelquefois des petits conflits, des incompréhensions. Mais j'espère et je pense, je souhaite que toutes ces associations aillent dans le même sens que nous. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il ne faut pas désertifier notre territoire. On sait où il faut replanter les arbres. Mais on sait aussi quelles sont les terres qui doivent être redonnées aux agriculteurs pour nourrir notre population. Et ça, c'est le maire qui le sait, mais il a besoin d'un outil comme comme la CTM, pour l'aider dans les financements, pour l'aider à capter les fonds européens, pour l'aider à financer à des montants supérieurs à ce que les fonds européens nous permettent. S'ils nous permettent 65%, nous attendons de l'État et de la CTM qu'ils nous financent le reste. Parce que vous savez tous que les communes n'ont pas d'épargne. Donc il faut leur réclamer le minimum d'épargne possible pour compléter les plans de financement, pour que ces investissements se fassent. À ce propos, monsieur le maire, Oui. l'État vous a demandé de rembourser, vous avez remboursé? Non, mais je suis un homme, je suis un légaliste. Non, mais il faut qu'on explique quand même pourquoi. Je suis un légaliste, Oui. laissez-moi vous dire. Oui. Bon, j'allais presque dire qu'on m'a demandé pour pouvoir, je ne veux pas dire que c'est un marché donnant-donnant, mais Oui. pour qu'on puisse me remettre à la limite mon compte de gestion, l'écriture était déjà pratiquement passée sur le compte de gestion, donc j'ai dû la passer sur le compte administratif pratiquement pour... Alors qu'il s'agissait du numéro de l'État. Oui, Ça mais venait pas laissez-moi d'une vous commune. dire, si j'avais agi en bon banquier que je suis, j'aurais dû, cette somme que j'ai reçue, j'aurais dû justement, demander qu'on l'étale, et deux, qu'elle prenne en compte aussi les dépenses supplémentaires que nous avons eues à l'occasion du Covid. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'équilibrer pour nous les recettes d'une année sur l'autre. Il s'agit de prendre en compte des dépenses supplémentaires que nous avons eues pour les masques, pour la circulation, pour les écoles, pour les toilettes, pour les portages de repas, etc. Il s'agit de prendre en compte ces dépenses supplémentaires. Il ne s'agit pas simplement d'équilibrer. Donc non seulement l'État aurait dû nous laisser cette somme pour compléter, pour combler les dépenses supplémentaires que nous avons eues, mais comme ces sommes sont tombées dans des gouffres, on aurait dû nous permettre d'étaler le remboursement pour que le gouffre ne soit pas trop profond. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications très importantes. Alors, les internautes, je vous salue. Oui, il n'y a pas de téléphone ce soir, vous ne pouvez pas poser des questions téléphoniques. Mais par contre, vous pouvez nous envoyer des questions sur Zouk TV, sur le Facebook de Zouk TV. Je me ferai plaisir de les lire à l'antenne pour que nos invités puissent y répondre. Monsieur Odona, vous êtes du Sud. De quoi avez-vous besoin dans le Sud pour désenclaver un petit peu le Sud? Est-ce que tout va bien? Est-ce que... Alors, avant de vous répondre, je voudrais quand je vous en prie. même réagir sur la problématique que vous avez évoquée concernant la non-disponibilité ou l'indisponibilité chronique de certains élus, qu'ils soient grands, moyens ou petits. Effectivement, c'est difficile pour l'élu qui est aux affaires d'être aussi disponible pour sa population que quand il n'était pas aux affaires. Alors, il y a un équilibre à trouver qui est compliqué parfois parce que, et le collègue Salibert l'a expliqué, les gens sont en grande souffrance, majoritairement en Martinique. Et le premier référent, le premier repère, c'est l'élu de proximité qui est le maire. Alors, si ce n'est pas le maire, c'est l'opposant en vue, on va dire. Mais quand la personne a une souffrance dans sa famille ou dans son environnement, elle s'adresse en tout premier lieu à son élu de proximité. L'élu de proximité, c'est l'élu local. Alors évidemment, quand on est sollicité peu ou moyennement, on arrive à répondre à toutes les sollicitations, mais quand on est sollicité de façon brutale parfois et continue, c'est compliqué pour certains. J'en parle parce que on en discute entre nous, puisque je siège également, hormis le conseil municipal du Vauclin, à la communauté de l'Espace Sud, et l'ensemble des collègues font remonter ce genre de problématiques. Alors, la CTM est là, évidemment, c'est le chapeau, hein, c'est notre gouvernement local, si je peux m'exprimer ainsi, pour aider l'ensemble des élus locaux, et notamment les maires, à mettre en place les politiques publiques qui sont définies plus largement au niveau du gouvernement, etc. Mais en tous les cas, pour aider. Et pour les élus comme moi, comme Lucien Salibert ou même Serge Letchimy, la CTM revêt un caractère fondamental.
parce que c'est à la CTM que sont décidées, encore une fois, les grandes politiques publiques locales et qui vont inonder, irriguer notre territoire et qui vont orienter le territoire sur telle ou telle direction. Alors pour en venir à votre question plus précisément, j'ai effectivement la chance d'habiter une commune qui s'appelle Le Vauclin, qui est une commune du Grand Sud, qui est sur l'axe, on va dire un petit peu oublié depuis des décennies, de la côte atlantique, puisque tous les efforts ont été consentis sur la côte Caraïbe, depuis du Cos Rivière-Salée en passant par Sainte-Luce jusqu'au Marin, voire Sainte-Anne. Bon, eh bien, il y aura une discussion, et je me fais fort de la porter au niveau des collègues et du futur président, sur le nécessaire rééquilibrage qu'il faut pour nos populations. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour quelqu'un qui habite le Vauclin ou le Marin ou Sainte-Anne, Sainte-Anne c'est encore plus loin, de se déplacer et d'aller à Fort-de-France. Moi, quand je pars le matin, je peux vous garantir que si à 5h15, je ne suis pas parti, je prends 1h30, 2 heures d'embouteillage. Alors imaginons les enfants qui vont à l'école. À quelle heure il faut qu'ils se lèvent? C'est compliqué pour eux. C'est très compliqué. Je vous ai aussi posé cette question, M. Odona, parce que la communauté, non pas de l'espace sud, le problème d'eau que vous avez dans le sud singulièrement cette année, comment ça s'est passé? On a même peur pour cette année à venir, comment ça va se passer. Mais il y a eu des demandes faites auprès de l'espace sud avec l'ancienne gouvernance. Maintenant, ce sont de nouvelles personnes qui sont aux affaires. Comment vous envisagez éventuellement d'essayer de régler ce problème? Parce que les gens demandent un abattement, je crois, sur le prix de l'eau, enfin des choses de ce genre. Je pense que moi, le premier, parce que j'étais... C'est ce que j'allais vous dire. Je sais que vous êtes au fait de cette histoire. Hein. Oui. J'ai fait partie des victimes. Non, mais c'est un... C'est un gros problème pour le Sud. Ce n'est pas seulement Séguino, le problème de l'eau. C'est un nécessaire abattement, parce qu'il n'est pas normal que quand vous payez pour une prestation, pour un service, que vous ne l'ayez pas. On est resté, sans raconter notre vie, on est resté sans eau près de 15 jours, 3 semaines, enfin, je ne sais plus. C'était compliqué. Alors, la situation risque encore d'être compliquée si on a une sécheresse un peu dure cette année, parce que le temps, et là encore je reviens sur les politiques publiques, le temps que tous les élus et le président Le Sieur, le premier, se sont saisis de ce dossier-là. Mais vous êtes tenu par un contrat avec un fermier qui s'appelle la SME pour le Sud. Je crois que dans le Nord, c'est une autre société, mais enfin pour nous, c'est la SME. Le contrat, il est conclu pour 25 ans. L'échéance arrive dans quelques temps, mais enfin, ce n'est pas maintenant. Donc il y a des termes qui existent dans le contrat qu'il est compliqué de casser ou de changer. Alors, des discussions sont en cours. Je ne vais pas vous dire que ça a déjà abouti, mais des discussions sont en cours, d'autant qu'il y a dans le Sud un comité qui s'est monté, qui s'appelle le comité citoyen, très actif. Avec M. Lannoy. Voilà, exactement. Et qui réclame à corps et à cri qu'il y ait un abattement. Et je souscris personnellement pleinement à cette demande, parce que, encore une fois, la prestation n'a pas été assurée par le fermier qui est la SME. Pardon. Monsieur le député, vous êtes à l'Assemblée, vous faites des lois, vous vérifiez les lois. Il n'y a pas moyen de casser un tel contrat avec la SME? Parce que, non, je pose la question, parce que je crois que M. Lannoy disait que c'était quelque chose qu'il faut absolument faire pour que le prix de l'eau à la Martinique soit le même au Gaumont, à Grand-Rivière, partout à la Martinique, et que je crois que vous en souffrez aussi. Hein? Absolument. Est-ce que c'est possible, monsieur le maire? La situation est telle aujourd'hui concernant l'eau que je pense qu'il faut absolument ne pas se bloquer sur les problèmes de droit, les problèmes juridiques. Nous allons y voir ça. Et dans ce que nous proposons premièrement qu'on aille vers des mesures très concrètes de travaux pour pouvoir améliorer la fourniture en eau. Ça, c'est clair. Ça passe par Séguino, mais il n'y a pas que Séguino. Et deuxièmement, de lancer un chantier eau sur environ 5 à 7 ans pour faire les investissements annuels nécessaires à ce qu'un pays où il y a de l'eau, que les gens puissent avoir de l'eau. C'est quand même, il ne faut pas qu'on tombe dans le ridicule. Et c'est même à la limite une occasion de faire un chantier de relance économique, parce que de très nombreuses entreprises pourront travailler
faut changer les tuyaux là où il faut, pour construire des réservoirs, pour construire des... C'est carrément un plan Marshall. Ah oui, quoi, hein. absolument. Et il faut associer à ça la question de l'eau pour les agriculteurs, notamment dans le sud. Il ne faut pas aussi jeter d'un revers de main la question du forage maîtrisé ou des retenues collinaires, parce que ce n'est pas seulement par les ressources naturelles et rivières qu'on peut alimenter, il faut assurer la combinaison pour transférer l'eau là où on a besoin dans le délai nécessaire. Ça passe bien sûr, comme nous l'avions fait pour le transport, par une autorité unique de transport. Alors on me dit, allez demander à Palais Bourbon qu'ils font loi à Barmain. Je ne peux pas. Moi, je pense franchement, pour le transport, Martinique Transport, qui a été créé par les membres de PNM à l'époque, parce que c'est une loi qui a été votée à la région, à Fort-de-France, à Plateau-Roi, ce n'est pas une loi qui a été votée à Paris. Et on a réussi à faire voter ça à Martinique par habilitation, c'est possible de le faire. Et nous avons même réglé le problème aussi du financement, etc. Ça vous appelez les lois pays. Oui, on peut l'appeler comme ça, Ouais. mais c'est une loi... C'est pas péjoratif. Oui, hein. mais c'est une loi locale, quoi, appelons ça comme ça. Et qui s'applique à la Martinique. Donc ce qu'on a fait pour le transport, maintenant, il faut faire pour l'eau. C'est pas normal qu'on ait plusieurs types de gouvernance, d'intervention, de fermiers, etc. Il faut une gouvernance unique avec une organisation, ce qui pourrait nous permettre de chercher à optimiser les investissements et le rendement pour pouvoir avoir un prix unique de l'eau. C'est ça. Bon. C'est-à-dire, qu'au au sud, qu'au nord, qu'au centre, qu'on peut même là. Bon. Et déjà, il faut chercher toutes les niches où on peut faire des économies ou trouver de la performance de régulation pour baisser le prix de l'eau. Bon. Troisième chose, c'est que, pour moi, il y a deux enjeux sur la question du prix, du coût. Il faut un prix social de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les mètres cubes, ça va être débattu à l'Assemblée avec les conseils citoyens, y compris le conseil de la loi, mais d'autres aussi, dont on doit discuter avec les premiers mètres cubes soient gratuits, notamment, pas seulement, mais ça a décidé, pour les familles très démunies. Bon. C'est pour ça que nous proposons un chèque eau, comme on a fait pour le chèque électricité, qu'il faut améliorer, parce que suffisamment de personnes n'ont pas accès au chèque électricité. Avec EDF, on va voir comment on peut l'améliorer. Mais pour l'eau, c'est même pareil là. Ça, c'est très important. En dehors de ça, il y a quand même une situation rocambolesque, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, où les gens sont sans eau et payent le même prix que si on tenait l'eau. Donc il y a un problème d'indemnisation. En plus, c'est ce qui est demandé. Mais j'insiste pour dire que nous pouvons, si nous sommes sereins, si nous sommes apaisés, si nous discutons, transcender la question des textes de loi et transcender les problèmes techniques et transcender les problèmes financiers. Parce qu'on va me dire, comment vous allez faire? Eh bien voilà, soit on fait comme les Guadeloupéens, ils ont raison de faire ça. Ils l'ont fait à Paris, l'autorité unique de l'eau, moi mon café ici. Hein. Bon. Est-ce qu'on a les moyens financiers pour pouvoir faire 350 millions d'euros de chantier eau sous 7 ans? Bien sûr, on peut faire ça. Puisque les fonds européens ne sont pas suffisamment utilisés aujourd'hui, les concessionnaires peuvent travailler aussi à financer dans des mécanismes qu'on va réguler. Et la CTM doit apporter sa quote-part. Et ça peut être un exemple pour la Guadeloupe et la Martinique de pouvoir dépasser ça. Donc le chantier eau me semble à la fois une priorité de notre plan de relance, parce qu'on propose un plan de relance et un plan de développement de la Martinique. Les deux parallèlement. Le plan de relance, c'est sur 2 ans. Le plan de développement de la Martinique, c'est sur 5 ans à 10 ans. Voilà. C'est concret, c'est net, et en même temps, on pense à l'homme, donc au Martiniquais, dans sa fragilité humaine. Bien. Alors, on a parlé tout à l'heure là du transport. Vous venez de parler de l'autorité de transport. Là, aujourd'hui, il y a 10 lignes à Fort-de-France qui ne fonctionnent pas. Ils sont en grève dans la CACEM. Apparemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est vous qui avez initié au départ, vous étiez président de la CACEM. Et puis ensuite, la CTM a voulu reprendre, c'est une histoire un petit peu longue, mais aujourd'hui, on se retrouve encore en grève et les gens de la CACEM n'avaient pas de moyens de se déplacer. Est-ce que sur le transport, vous avez des choses que vous allez améliorer, que vous souhaitez améliorer, dont vous avez entendu parler peut-être? Un bon exemple, à la limite, on peut se poser la question, que veulent les Martiniquais? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Quels sont les problèmes? Et si vous posez cette question-là, vous allez voir que les Martiniquais n'acceptent plus d'être pris en otage par qui que ce soit pour des raisons purement politiques. Bon,
j'ai glissé ça, je passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le transport? On a voulu abattre une organisation simplement parce que cette organisation était née d'une couleur politique, si on veut, du Parti progressiste martiniquais. CFTU. CFTU, d'abord Césaire, ensuite moi-même, etc. On a voulu l'éteindre. Bon. Ça ne veut pas dire que le service était excellent. Hein. Il y avait des hauts, des bas, etc. C'était un service qui existait, avec une société purement martiniquaise. On a voulu l'éteindre. Et vous savez ce qu'on a créé? On a créé un petit monstre. On a créé un petit monstre qui va faire de telle sorte que la Martinique va perdre là 30 millions d'euros. Simplement parce que, avec près de 16 000 kilomètres et de moins et de fait par la CFTI, par le Martinique Transport, eh bien, on aura un rendement beaucoup moins. On dépense plus et on circule moins. C'est ça. On dépense plus et 16 millions d'euros par an à peu près, et on ne donne pas le service qui est en cohérence. Et comme on a brutalement cassé la machine, bien sûr, on a eu des pertes sur la défiscalisation des bus, on a eu des pertes sur les indemnisations à verser, notamment à la société, c'est environ 14 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on aura perdu près de 30 millions d'euros en faisant une procédure que les Martiniquais devront payer, parce que pour payer cette somme-là, c'est justement en augmentant les impôts qu'on va pouvoir financer cette somme. Mais pire, le service s'est dégradé. Donc si nous arrivons au pouvoir, bien sûr, il n'est pas question pour moi de proposer de tout remettre en cause. Il y a Martinique Transport qui est installé, il y a un système qui est installé. Ce que nous allons faire, c'est réétudier le fonctionnement pour qu'on puisse réparer tout ce qui a été cassé, et desservir le milieu rural. C'est très important parce que si on a des grands axes qui sont desservis, les quartiers ruraux ne sont pas desservis correctement, la fréquence n'est pas correcte et surtout la connectivité avec le transport maritime, qui me semble tellement légitime, notamment sur la côte Caraïbe, n'est pas correctement réalisée. Donc nous faisons une proposition très importante avant de penser ce qu'il faut faire demain, hein, à l'extension du TCSP vers le Robert, Sainte-Luce et Schellcher, qu'on va mettre en œuvre en étude. Il faut absolument apporter des solutions pragmatiques tout de suite pour améliorer le transport en Martinique. C'est utile et c'est fondamental. On peut imaginer un transport maritime de Saint-Pierre à Sainte-Anne, peut-être, avec des grosses vedettes comme l'Express des îles, hein, pas des barques de pêcheurs. Oui, je veux parler de ça, mais je veux appuyer. C'est pour ça que je dis encore une fois, je partage un projet. C'est un projet qui me paraît clair. Encore une fois, ce que Serge Letchimy vient d'expliquer, c'est exactement ce que nous voulons. Quand il vous parle du transport dans les zones rurales, alors c'est bien, Martinique Transport existait, ils sont venus, ils nous ont proposé une solution de transport, mais qui est complètement imparfaite. Nous sommes dans une commune, je prends un exemple pour que vous compreniez. Nous sommes on ne peut connaître mieux que sa commune. Nous sommes avec un habitat diffus, d'accord? Et nous sommes dans un pays où la population vieillit. Deux problèmes. Donc vous avez un habitat diffus, et dans cet habitat diffus, vous avez des gens qui de plus en plus ont des difficultés de mobilité. Si Martinique Transport vient s'installer, vient se mettre simplement au bout, le travail n'a été que partiellement fait. Comment vous allez récupérer? Il faudrait qu'il y ait un système de circulation, de mobilité qui récupère les vieilles personnes dans les quartiers et les ramène sur le centre-ville pour qu'ils puissent partir vers la capitale ou ailleurs. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est imparfait. Il faut qu'on puisse perfectionner ce transport. Ça, c'est une chose capitale. La deuxième chose, c'est l'orientation. Pour l'instant, nous avons un transport qui ne fait que nous ramener uniquement sur le centre, sur Fort-de-France, sur la zone. Comment faire? Il faut aussi qu'il y ait des transports à l'intérieur. Nous, sur le Nord Caraïbe, nous n'avons qu'une voie qui emmène déjà tout le monde sur Saint-Pierre. Mais avant, nous avions un transport de Saint-Pierre à Trinité et qui faisait régulièrement ce va-et-vient. Il faut le remettre en place. Le développement économique passe par le transport. La troisième chose, il faut lier, et je n'ai pas peur de reprendre ce qu'il dit, il faut lier ce transport, ce qui se fait un petit peu sur Casse-Pilote, mais il faut le faire sur Saint-Pierre, il faut le faire sur Bellefontaine, il faut le faire sur Prêcheur. Monsieur Gagné, tout le monde sait que nous avons une côte Caraïbe qui est calme, elle est sous le vent, elle est calme. Tout le monde sait
qu'à Grand-Rivière, quand il pleut, on a des difficultés pour sortir avec les glissements de terrain. Tout à fait. Qu'est-ce qui nous empêche depuis longtemps de mettre un transport maritime qui fasse Grand-Rivière-Prêcheur? Ils ne sont qu'à 10 minutes. De Prêcheur à Saint-Pierre, Saint-Pierre-Carbet, un omnibus Oui. maritime qui puisse récupérer tous les gens avec des apportements un peu partout. L'apportement, c'est aussi un signe de développement. Je répète qu'aujourd'hui, jusqu'au Prêcheur, jusqu'à l'Anse-Couleuvre, nous avons des gens qui viennent en voiture, mais l'accès est difficile. Il suffirait de mettre quelques petits apportements dans ces os et le développement économique se fait par les hôtels, les restaurants, etc., les visites. Il y a plein de choses à voir sur le Nord Caraïbe. C'est un berceau de l'Antiquité, c'est un berceau de l'histoire de la Martinique. Vous dites ça avec passion, c'est bien. Non, mais vous savez, quand le 22 mai arrive, où est-ce qu'on va? C'est au Prêcheur. Oui. L'esclave romain, où est-ce qu'il a crié? Il a battu son tambour. C'est dans le secteur. Mais pour développer ces villes qui sont en train de mourir, il faut un transport avec des gens qui arrivent. Tout à fait. Monsieur Letchimi nous a promis, s'il revient au pouvoir, effectivement de revoir le fait que les bateaux puissent arriver sur le quai de Saint-Pierre. C'est normal, une ville connue. En plus, ces jours-ci, s'il y a un problème d'évacuation, il faut que le transport maritime fonctionne. Ouais. Il faut que les voies de dégagement de l'intérieur soient entreprises. On nous demande de faire ces jours-ci, pour les plans au sec, en cas de pépin sur Saint-Pierre, on nous demande de prévoir l'évacuation de notre population. Mais si Font-Saint-Denis sort par Fort-de-France, si Saint-Pierre, Carbet, Bellefontaine sortent par Fort-de-France, la nationale 2, elle est bloquée. Bien sûr. Donc il faut mettre des apportements au Carbet, il faut mettre des apportements à Font-Capot pour permettre une circulation fluide des gens qui sortent des mondes et puis qui ne prennent pas la nationale, mais qui embarquent sur les apportements pour partir vers le sud ou vers Fort-de-France. C'est logique. C'est ça qu'il nous faut faire. Et ça, on ne l'a pas encore fait malheureusement. Bien. Même si vous êtes maire d'une commune rurale, je sens que... Mais non, mais on en a besoin, c'est la logique, le bon sens. Je comprends ça très très bien. Le bon sens. Alors, ce sera peut-être plus difficile de mettre une navette qui aille jusqu'au Vauclin, puisque bon, c'est vrai que la côte atlantique, la mer est un peu mouvementée. Mais c'est vrai que vous avez aussi le problème de transport là-bas, parce que les taxis, je crois que ça n'a pas été réglé pour les taxicos. Et ils sont en grande difficulté parce que les bus, semble-t-il, de Martinique Transport font le même trajet qu'eux, mais moins cher. Moins cher, oui. Donc là, on est en train de tuer les taxis. Ils sont amenés à disparaître, malheureusement. Alors, très honnêtement, il y a des discussions qui sont en cours. Je ne suis pas au cœur du dossier, hein, mais c'est compliqué pour eux. C'est vrai, puisque des lignes ont été mises en place par Martinique Transport avec des bus, vous l'avez dit, et les prestations sont moins chères que celles des taxis collectifs. Mais ça s'explique par une raison simple, hein, c'est que le taux de remplissage d'un bus d'un certain volume permet, en étant atteint à son maximum, d'avoir un prix unitaire du billet beaucoup moins cher que pour un taxi qui a 6 ou 8 places. Bon, donc c'est économiquement, le modèle taxi collectif, à mon sens, est voué à disparaître. Et c'est le sens dans lequel s'est engouffrée la puissance publique depuis quelques années. Alors, sur le transport dans le sud, on a les mêmes problématiques. Il ne faut pas croire que le nord, hein, même si c'est moins vallonné, que le relief est moins vallonné que celui du Grand Nord, comme on dit, le sud a une problématique réelle. C'est que, particulièrement au sud, et sans doute plus qu'ailleurs en Martinique, sur toutes les communes, depuis le François, Roubaix, etc., jusqu'à Sainte-Anne, et de l'autre côté, Trois-Îlets, Diamant, c'est pareil, c'est une histoire de grandes habitations. Et les propriétaires de ces grandes habitations ont gardé quand même la main sur la majorité du foncier. Donc aujourd'hui, Vauclin, Marin, Sainte-Anne, etc., toutes les communes du Sud, vous avez encore de grandes propriétés qui sont détenues par des familles. Bon, eh bien, il nous appartiendra d'avoir une réflexion pour discuter avec certaines d'entre elles pour modifier un petit peu les tracés et avoir une politique ambitieuse de renouvellement des infrastructures.
Alors je souligne les efforts qui ont été faits depuis longtemps, notamment par Serge Letchimy quand il était aux affaires à la région, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et avoir de l'ambition sur les infrastructures qui seront mises à disposition de nos populations dans les années à venir. Alors pourquoi ne pas imaginer, par exemple, j'ai commencé déjà à réfléchir à la problématique. Aujourd'hui, sur la zone de la Lézarde, vous avez une problématique forte d'embouteillage. Quand vous êtes à la Lézarde et que vous voulez sortir de là à midi, c'est compliqué, voire impossible. Bon, mais je pense qu'il y a une réflexion encore là à mener. Alors, je n'ai pas de solution toute faite, hein, mais les élus que nous sommes et que nous serons, je le souhaite, à la CTM, nous devrons nous pencher sur l'amélioration de ce qui a été fait, notamment au niveau du TCSP. Et puis, il faudra, mais là, la réflexion est largement entamée sur la prolongation du TCSP, qui est nécessaire et inévitable. Alors aujourd'hui, les projets, la consultation qui est en cours porte le TCSP à Rivière-Salée, dans le sud, à Chelcher dans le nord, mais il faut être plus ambitieux. Il faut aller au Robert, à Sainte-Marie, il faut aller au François, au Vauclin, il faut arriver jusqu'à Sainte-Luce, il faut remonter à Saint-Pierre, et puis arriver sans doute au Prêcheur, au Mont-Nevers, etc. Je pense qu'il faut être vraiment dans la prospective et qu'on puisse bâtir un projet, non pas pour nous qui sommes là aujourd'hui, mais pour les plus jeunes qui viennent dans 30 ans, dans 40 ans. Ils pourront trouver une réflexion et puis dire, cette génération-là qui était là en 2020, entre, on va dire, 2010 et 2030, a fait des choses. Eh bien, nous, on va continuer pour aller encore plus loin, de façon qu'à terme, alors je ne dis pas à court terme, mais même à moyen terme, à 30-40 ans, on est un pays structuré dans lequel, idéalement, les populations puissent se déplacer, comme disait Lucien, d'un point à l'autre, pas forcément. Il faut de toute façon désengorger Fort-de-France, parce que ça n'est plus possible de... Fort-de-France, le Lamentin, ça n'est plus possible de continuer comme ça. D'accord. Vous êtes un professionnel du bâtiment. Oui, de génie civil. Oui, génie civil. Oui. Comment se porte le bâtiment à la Martinique? C'est difficile. Parce que j'ai entendu déjà souvent, monsieur le député, dire quand on vend moins de sacs de ciment, tout ça, ça ne va pas très bien. Est-ce qu'en ce moment, le bâtiment va bien? Non, je ne peux pas vous dire que ça va. Je suis un acteur, effectivement, à mon niveau, comme d'autres, hein, mais on souffre tous. Alors, on tient parce que, vous savez, quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, vous êtes obligé de vous battre, hein, je ne vous apprends rien. Chaque jour suffit sa peine. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous vous levez aujourd'hui, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. C'est exactement ça. On n'a pas de vision à moyen terme. On a une vision à très très court terme. Donc c'est chaque jour qui amène son pain. Et alors sans faire le rabat-joie, la situation est compliquée parce que le bâtiment vit aussi ici beaucoup de la commande publique. Ça veut dire que les donneurs d'ordre, ce sont les collectivités, les petites et les collectivités majeures, qui sont elles-mêmes en souffrance. Absolument. Donc comment voulez-vous que des gens qui sont en souffrance vous aident également? Donc on se bat. On se bat. Je n'ai pas de formule toute faite sur cette problématique-là. C'est difficile et il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une vision sur la relance de ce secteur de l'économie. Juste un petit mot pour compléter ce que M. Odona vient de dire et qui est très important. On dit souvent en économie, lorsque le bâtiment va, tout va. Et c'est vrai. Mais pour que le bâtiment aille, il faut que les chefs d'entreprise aient des chantiers. Pour que les chefs d'entreprise aient des chantiers, il faut qu'il y ait un plan de développement. Il faut qu'on soit ambitieux. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Qui mieux que la collectivité peut remplir le carnet de commande des entreprises? Je vous l'ai dit la dernière fois, M. Gagné. Qui mieux que la collectivité? Qu'est-ce qui peut lancer ce plan de relance? Il faut qu'il se réalise. Mais il ne faut pas qu'on le dise sur papier, il faut qu'il se réalise dans les faits. Moi, j'ai été avant cette mandature à l'association des maires. Les chefs d'entreprise du bâtiment venaient nous voir régulièrement pour nous demander
qu'est-ce que vous avez chez vous pour nous? Aujourd'hui, lorsque vous lancez un petit marché, lorsque vous faites un appel d'offres, de très peu d'argent, vous avez une dizaine d'entreprises qui se battent pour l'avoir. Oui, oui. Ça veut dire bien qu'il n'y a pas de marché. Ça veut dire bien qu'il n'y a pas de commande faite. Et Dieu seul sait. Quand vous regardez ce que Fernando vient de vous dire, vous avez vu le nombre de choses en termes d'infrastructures qu'il y a eu lieu de faire pour profiter un petit peu, pour capter aussi les fonds européens. Il faut les capter. Il faut que nous ayons beaucoup plus d'ambition que ce que nous avons aujourd'hui pour réaliser un certain nombre de choses. Alors, monsieur le futur président, est-ce que vous avez un chantier phénoménal à lancer pour donner du travail dans le bâtiment? Quand le bâtiment va, tout va. Oui, c'est le peuple qui décide. Oui, non, bien sûr, c'est une boutade. Je sais. Non, mais ce que Fernand et Lucien viennent de dire, c'est essentiel. Et ce n'est pas une critique pour une critique. Hein. On peut regarder la population et poser la question suivante. Est-ce qu'il y a une visibilité pour l'entrepreneuriat, pour les chefs d'entreprise, pour les investisseurs en Martinique? Est-ce que quelqu'un peut dire, je viens investir dans le pays, j'ai une entreprise qui fonctionne, donc j'aurai volume d'affaires de temps? Il n'y a aucune visibilité. Aucune. C'est au jour le jour. On se débrouille. Et lui, il est ingénieur, et il est dans le BTP, il est dans la commande publique, il est dans la commande privée, et il fait ce témoignage-là. C'est important. C'est très important. Deuxième chose, c'est de dire, est-ce qu'on reste dans la logique, ils bon comme ça? Bon, est-ce qu'on reste comme ça? Ça veut dire que si on reste comme ça, ils bon comme ça, continuons. Est-ce qu'il faut changer de système? Je pense qu'il faut, de manière raisonnée et raisonnable, lancer ce plan de relance tout de suite, sur les bases que nous avons indiquées, autour de la réhabilitation, des infrastructures, de l'eau, de l'énergie, des politiques de santé. Il y a plein de chantiers qui sont financés. Et ça demande simplement que les acteurs se mettent au combat et qu'on les coordonne. Bon, je prends un seul exemple. Ce n'est pas tout à fait notre argent à nous, c'est l'argent de l'État qui dit nous mettons 453 millions d'euros pour construire des hôpitaux. Mais si nous pas fait des brillards, l'argent là reste difficile à bâtir. Hein. Et c'est comme ça, 2 ans. C'est comme ça qu'on a 2 ans pour l'enclencher. On a gagné le plateau technique de la MENA parce que nous avons décidé, notre majorité à l'époque, de prendre la main. Et puis on a exécuté le projet avec l'argent de l'État. Mais si on n'a pas fait des bouillaments pendant la mer, pour imaginer, pour construire, on est bloqué. La troisième chose, est-ce qu'il faut avoir de l'ambition et monter le niveau? J'insiste beaucoup. Ce n'est pas un niveau arrogant, prétentieux de dire qu'on peut tout faire. Mais est-ce qu'on peut au moins relever le défi de monter un peu le niveau et de voir la Martinique dans 30 ans et de ne pas voir la Martinique dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois? C'est ce changement fondamental qui rend Martinique. Si on fait ce changement, soit on fait ce changement, soit on reste dans le système actuel, c'est-à-dire bon comme ça, et vu à court terme. Je prends un exemple. La structuration, on dit techniquement vière, mais en fait des réseaux, c'est l'expression, c'est Fernand. La structuration des réseaux, peut-on aller beaucoup plus loin? On peut dire, est-ce qu'on se contente de faire la queue leu là sur la route, l'autoroute, tout matin, midi et soir, comme machin, ou est-ce qu'on change d'envergure? Et que même si notre mandature ne termine pas, ceux qui viennent après vont terminer. Bon, on commence par la route, liaison Carrère-Boissy-Lorraine. Si on fait ça, on gagne environ 20 minutes à 30 minutes au lieu de revenir vers l'Atlantique pour aller vers l'Océan Atlantique. Ne serait-ce que ça. Il était paré, prêt à commencer, on l'a arrêté. Est-ce qu'il faut réfléchir sur un système qui organise la structuration du désenclavement interne dans la Martinique? Il ne s'agit pas de faire une autoroute, mais comment on peut laisser le Grand Nord et une grande partie de nos Caraïbes dans un état d'enclavement tel? Il faut trouver une solution. Certains parlent d'une autoroute au milieu, certains parlent d'un désenclavement doux, certains parlent par un aménagement plus poussé des routes, etc. On va analyser toutes les hypothèses, mais attention, nous qui failli, nous qui engagés, on va les étudier, on va avancer dessus. Il n'est pas question de se contempler en disant il bon comme ça, il pas bon comme ça. Bon. Et puis, sur la question de transport, je voulais revenir là-dessus. Non, la question de transport est quand même quelque chose de très important. Comment on peut aujourd'hui se permettre d'être satisfait d'un tel niveau de désertification de certaines zones
en considérant qu'en posant des bus qui prennent les routes nationales, les grands axes, c'est satisfaisant. Mais quand on fait un acte comme ça, le bus prend environ 60 personnes ou 50 personnes, des grands bus que vous voyez, quand on a pris cette décision-là, et quand on a fait appliquer cette décision-là, on a méprisé les taxicos. On les a méprisés. Parce que moi, je suis un enfant du gros monde, je suis né au gros monde. Et c'était les taxicos qui allaient vers Pré, Gros Monde, Fort-de-France, Robert, qui amenaient ma grand-mère. Donc j'ai un énorme respect pour les taxicos. Donc le fait de les avoir maltraités, parce qu'on n'a jamais négocié de leur indemnisation, parce qu'effectivement leur activité serait diminuée, ou encore on les aurait réaffectés sous les dessertes internes dans les bourgs ruraux ou dans les quartiers ruraux, il y a des fonctions à leur donner. Ce n'est pas parce qu'on a desservi en Grand Axe ou desservi Martinique, ce que tu disais tout à l'heure. Donc il y avait de quoi les repositionner pour les jeunes et indemniser ceux qui étaient coupeurs de canne, maçons, charpentiers qui fait taxico par survie. Ils n'ont pas fait ça taxico parce qu'ils voulaient se faire plaisir. Je trouve que, honnêtement, je ne vais pas citer de nom, ils ont été méprisés par Martinique Transport. Et le meilleur moyen de tuer cette confrérie, cette organisation professionnelle, c'était de mettre des grands bus. Parce qu'on savait qu'on allait les éliminer complètement parce qu'on ne les a pas connectés. Et surtout, on ne les a pas indemnisés pour réduire. Les gens continuent à conduire à 70 ans, à 75 ans. Là, ce n'est pas bien du tout ce qui a été fait. Il faut absolument avoir un regard beaucoup plus large, essayer de donner le maximum d'activité à ceux qui peuvent encore rouler, respecter les taxicos et les indemniser correctement. Et je viens sur la question du transport des matériaux. Le transport des matériaux terrestres et voies maritimes. Pour quelle raison le Nord, notamment le Nord-Caraïbe, ne pourrait pas emprunter des voies d'organisation maritime? La seule chose, si on fait ça, on va délester l'activité du routier. Donc il faut tenir compte de ça et les intégrer au mieux possible. Et je le dis devant Fernand, je pense qu'il faut réfléchir très sereinement à ce qu'on monte, comme ce qui s'est passé sur l'eau, se passe sur le transport aussi. Qu'on ait des collectifs ou des lieux, un peu comme la Noire à monter, de discussion sur le transport. Côté usager à Kaba, à Vie, l'usager se plaît, souffre, mais ne donne pas d'avis, n'oriente pas, parce que c'est devenu une affaire standard de l'ADL, une affaire standard qui a autorité sur tout le monde. Toi, je sais que tu as ton point de vue. Bon. Et on est en vase clos, on est dans une bulle, quoi. Mais peuple là, il est. C'est dit qu'il y en a rien, c'est dit qu'il y a un bus là, c'est dit qu'il y a pas de matériaux. Et les professionnels de transport de matériaux, c'est pas seulement le transport des matériaux pour des chantiers, c'est aussi le fait de participer activement. Donc nous allons étudier la possibilité d'allotir le lot transport pour que les transporteurs de matériaux puissent vivre aussi décemment. Ça n'a jamais été fait auparavant. Je pense qu'il faut pousser. Il ne s'agit pas de démembrer une commande publique, mais il s'agit de prendre ses responsabilités, de dire que les transporteurs de matériaux doivent vivre correctement comme tout le monde. Ce sont deux sujets qui me semblent essentiels, mais qui correspondent à une philosophie, et que je résume en ce mot. Peut-on monter la réflexion un peu plus haut et voir une Martinique d'ici 30 ans? En fait, ce qui manque, c'est une vision. Il n'y a pas cette vision-là. Il ne s'agit pas de dire qu'on fera tout de suite, mais il n'y a pas cette vision-là. Et il faut absolument cette vision. Parce que si on ne fait pas ça, on va continuer à abîmer les enfants qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller à l'école, parce qu'il n'y a pas le transport fluide. Et deuxièmement, si on ne fait pas ça, le secteur économique aura une panne. Parce que l'activité économique est liée à la mobilité et au transport. Et la dernière chose, transport, mais renforcement des pôles. C'est pour ça que nous voulons décentraliser la CTM. Ce qu'on peut faire de manière décentralisée à proximité des habitants, ce n'est pas la peine de voyer Cluny. Et deuxièmement, renforcer les services de proximité, y compris les services économiques et numériques, dans la ruralité et redonner du sens et de la vie à la ruralité, dans les quartiers de pêcheurs, dans les quartiers ruraux. Quelqu'un qui vit dans la campagne, dans sa ruralité, doit être aussi bien que quelqu'un qui vit dans une résidence un peu bourgeoise et huppée. Il faut donner la possibilité aux gens. Et de plus en plus, quand vous fréquentez les quartiers ruraux ou les quartiers de pêcheurs, vous avez une âme qui se dégage, une très belle âme des pêcheurs et des agriculteurs, d'une grande fierté. Mais c'est en train de se dégrader parce qu'on a supprimé les services publics. Donc il faut travailler, notamment les services médicaux, l'accès à la médecine, à la santé. On a arrêté ça. Donc le Nord, le Grand Nord, mérite par exemple le désenclavement médical
du mieux au monde pour que quelqu'un qui doit voir un spécialiste ne reste pas 4 mois à 6 mois à attendre un rendez-vous. Ou s'il faut qu'il faut qu'il descende. Mais ce n'est pas seulement la santé, c'est aussi la culture et l'art. Il faut rapprocher. Par exemple, le Grand Nord, qui est le pays du ballet, le pays de la musique, le pays de la danse traditionnelle, la danse indienne, etc. Eh bien, ce que nous voulions faire, on va recommencer. Et à Basse-Pointe, il y aura, et dans l'habitation Gradis, un haut lieu qui sera l'équivalent, pas à répéter, l'équivalent du CERMAC, pour que les gens, pour apprendre le piano, la musique, l'art, n'ont pas besoin de descendre à Fort-de-France. Alors on me dit, oui, pas une population, mais il faut qu'absolument vous mettre pour y peupler. Donc c'est cette vision qu'il faut repositionner au lieu de rester dans du cancan toute la journée, de dire, bon, ça, m'en fait un découte enrobé, mon content, quoi. Alors, on a parlé des personnes âgées, on parle aussi des jeunes tout à l'heure, mais monsieur Serge Etchemi, aujourd'hui, Fort-de-France et Schœlcher, ces deux villes-là sont à peu près à 80-90% bien installées avec la fibre optique. Toutes les autres communes de la Martinique, d'après ce que j'ai entendu dire par un conseil exécutif, c'est pour dans 4 ans. Dans 4 ans. Aujourd'hui, comment faire, mais sans même aller aussi loin, imaginons une personne âgée de 70-75 ans. Aujourd'hui, pour faire toutes sortes de démarches, on vous dit passer par Internet. Vous voulez demander un permis, vous voulez demander quelque chose, c'est Internet. Mais ces personnes-là ne peuvent pas aller sur Internet. Elles ne savent pas comment y aller. Certaines le peuvent, mais pas toutes. Beau sujet. Est-ce qu'il ne faut pas que la CTM mette peut-être à disposition dans les communes, dans les mairies, des gens là pour aider les jeunes et les moins jeunes? Parce qu'il y a certains jeunes aussi, par exemple aujourd'hui avec la pandémie, c'est des demi-classes, des demi-jauges en fait. Donc les enfants sont censés travailler chez eux quand ils ne sont pas en cours. Mais certains ne sont pas équipés avec la fibre optique, ils ne sont pas équipés avec le matériel informatique. Donc voilà un endroit, voilà une question qui intéresse autant les jeunes que les personnes âgées. Alors Monsieur Granier, excusez-moi, mais j'aurais bien aimé parler de cette partie, puisque à Cap-Nord, je suis responsable de tout ce qui concerne le développement du numérique. D'accord. Donc, je suis bien placé pour pouvoir vous dire ce que nous attendons. Le Nord, on nous a toujours dit qu'on est un petit peu en retard économiquement. Mais pour qu'une entreprise vienne, alors je vais parler des entreprises rapidement, très rapidement du projet Nord, la situation des entreprises et la situation, ce que M. Letchimi vient de dire tout à l'heure, concernant la population elle-même. Pour qu'une entreprise vienne s'installer chez vous, qu'elle vienne mettre ses bureaux chez vous, qu'elle vienne faire des recherches chez vous, il faut que lorsqu'elle lance une recherche, qu'elle ait l'information tout de suite. Donc elle a besoin du haut débit. Elle a besoin de la fibre optique aujourd'hui. Bien sûr. On nous a promis depuis un certain temps que la fibre optique allait sillonner tout le nord jusqu'à chez l'habitant. J'attends, j'ai été content. Même si les communes du Mont-Nevers et de Font-Saint-Denis, on nous a dit qu'on passera sur la côte comme des taxis et puis qu'on viendra nous voir après. C'est pas grave. Mais le fait, c'est que le nord soit fait et que la fibre optique existe pour permettre aux entreprises, c'est l'un des atouts pour permettre à l'entreprise de venir s'installer chez vous. Si vous n'avez pas, si vous n'avez que des zones blanches, vous n'avez pas ce qu'il faut pour le développement numérique dans le Nord, l'entreprise ne viendra pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, concernant la population, nous avons eu la chance dans le Nord d'avoir ce qu'on appelle, le Cap Nord, d'avoir ce qui s'appelle un label TANI, Territoire d'Action Numérique Inclusif. Vous savez que le rôle, c'est quoi? C'est justement d'emmener le numérique dans les fins fonds, comme le disait Serge Letchimi, dans les fins fonds des zones rurales. Une fois qu'on l'a emmené, comment on peut le faire? Par les cyberbases, par les points numériques, les cyberbases dans les communes, par les points numériques, par les maisons France Service. Nous avons eu la chance de notre commune rurale d'avoir la première maison de service au public, MSAP, première maison de service au public. Malheureusement, c'est avec la Poste que nous l'avons fait. Et la Poste, c'était mon ami d'ailleurs, Jean-Claude Manuel, que je salue au passage, qui était directeur de la Poste, un Antillais qui a bien vu avec la Sécu et la Poste que c'était nécessaire de mettre ça en zone rurale. La première MSAP a été mise au Mont-Nevers, mais elle est à l'intérieur de la Poste. Donc elle n'ouvre que lorsque la Poste est ouverte. Donc aujourd'hui, les gens ont besoin de services tout le temps. Donc on les a transformés de maisons de service en public à maisons France Service. Il nous a fallu trouver un espace, et je reviens à ce que vous dites. Je n'ai pas les moyens d'embaucher du monde pour ça. Je n'ai que deux solutions. Ou bien l'État redistribue son personnel dans ces maisons de France Service,
ou bien nous signons un accord avec une société qui va se créer pour gérer la maison France Service, ou la CTM va envoyer du monde, va déconcentrer, va externaliser ses services pour venir dans ces maisons France Service pour pouvoir être au plus près au service de la population. Puisque nous avons une population qui vieillit, on nous dit tout le temps que si la population vieillit, il faut rapporter, il faut rapprocher le service à la population. Donc il faut qu'elle n'ait pas à se déplacer pour pouvoir gérer ses propres affaires, discuter avec la CAF, discuter avec les impôts, faire sa déclaration, etc., etc. Prendre ses rendez-vous, aller chercher ses médicaments, etc. Elle va vous demander ses services. Donc il faut que nous puissions rapprocher par le numérique, que nous puissions rapprocher les services du numérique près de la population. Alors pour ça, ça ne va pas être facile. Je sais que ça ne va pas être facile. Nous sommes Cap Nord, la deuxième vague des territoires d'action numérique. La deuxième vague. Mais la première vague, elle s'est passée en métropole. Ce que l'on sait des difficultés rencontrées, c'est faire en sorte de trouver des personnes ressources pour vous faire ce travail. Parce que le numérique, il est là. Il faut l'emmener chez les gens. Mais qui l'emmène chez les gens? Qui fera en sorte de former les personnes dans les fins fonds de la ruralité? Ce sont les secrétaires médicales, ce sont les CCAS, ce sont les assistantes sociales, ce sont les aides ménagères. Ce sont des gens qui sont au service de cette population rurale en permanence. Oui. Donc il va falloir les former pour qu'ils apprennent au moins à utiliser, aux secondes personnes, d'utiliser le portable pour faire passer un petit message. Oui. C'est ça. Simplement, leur permettre ça, leur convaincre qu'ils valorisent leur travail en faisant ça. Et c'est comme ça que nous allons faire en sorte que les gens pourront, votre tante, votre grand-mère pourra vous appeler, pourra discuter avec vous, pourra vous envoyer un petit mot. Ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Quand on a parlé de la désertification, il va falloir aussi que l'on puisse mettre, avec un certain nombre de petites sociétés, avec de jeunes, nous avons plein de jeunes en Martinique aujourd'hui qui sont des cerveaux, mettre en place des petites sociétés informatiques pour créer ce qu'on appelle par exemple des objets connectés dans les maisons de ces gens. Qu'on puisse savoir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont sortis, comment est-ce qu'ils ne sont pas tombés, etc., etc. Il faut qu'on ait cette relation de proximité avec les gens qui vont être isolés demain. Donc le numérique, c'est une sortie, c'est une chance pour nous, à nous d'utiliser les nouvelles techniques pour pouvoir faciliter la vie de nos personnes dans les campagnes. Bien. Et pour les jeunes, M. Letchimy, est-ce qu'il y a un projet déjà sous cloche pour aider les jeunes? Oui, bien sûr. Parce que vous avez initié, pendant que vous étiez président de région, un système où on leur donnait une certaine aide pour leur permettre de revenir au pays faire un projet. Donc je ne sais pas si la CTM actuelle continue ça, mais bon, je suppose que ça fait partie de vos ambitions de faire les jeunes revenir ici. Ça s'appelait migration-retour. Migration-retour. C'est-à-dire qu'on avait pris l'option, après un constat terrible, que la population diminuait, je rappelle ce chiffre que tout le monde ne connaît pas. Et nous aurons perdu 30 000 personnes en 10 ans, soit décédés, soit des gens qui sont partis, ne sont pas revenus. C'est-à-dire on est passé de 390 000 habitants à 359 000 habitants. C'est un drame démographique, mais c'est aussi un drame social. Demain, ce sera un drame économique. Donc, et nous avions à ce moment-là commencé à percevoir, grâce à quelqu'un d'assez important, un démographe que nous avions recruté, et qui nous avait signalé ce risque-là. Mais ça va s'accélérer. On avait mis en place l'immigration retour qui a permis à de très nombreux jeunes de revenir pour investir dans ce pays, créer de l'emploi et revenir avec leur famille. Donc ça commence déjà à prospérer. Ça a été brutalement arrêté. Bon, il n'y a plus ça. Cependant, nous allons réintroduire ce débat. Et à l'Assemblée de Martinique, nous sommes retenus. Pour les jeunes, très rapidement, c'est une très grande priorité pour nous. Et derrière ça, quand je dis une grande priorité, et le raisonnement que nous faisons, qui est un raisonnement extrêmement concret, ce n'est pas une espèce de vue de l'esprit, c'est de savoir quels sont les chantiers qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir s'attaquer à la paupérisation actuelle des jeunes, parce qu'on a environ 40% à 50% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en inactivité ou au chômage tout court. Donc il faut avoir des solutions pour les catégories de jeunes qui sont nécessairement différentes. Et vous avez des jeunes qui sont hyper diplômés, vous avez des jeunes qui sont moins diplômés, vous avez des jeunes qui ne sont pas diplômés, des jeunes qui ont des formations techniques, ou des jeunes qui ne sont pas diplômés du tout, mais qui ont des ambitions, qui ont des savoir-faire. Donc il faut absolument déployer tout un arsenal
de possibilités d'activité. Donc nous allons nous attaquer à ça. Je pense que le premier volet pour nous, ce sera de stabiliser la situation de ceux qui sont là pour éviter leur départ. Donc il faut lutter contre le décrochage scolaire. Pour nous, c'est très important. On propose plusieurs solutions d'insertion, mais aussi de formation, d'alternance, y compris l'invention d'un contrat de formation qui pèse moins sur l'entreprise tout en garantissant un revenu à des jeunes. Parce que vous savez, le contrat en alternance et le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, mais qui, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne recrutent pas les jeunes et beaucoup de mamans et de papas viennent me voir pour me dire « aidez-moi à trouver une entreprise ». Il faut trouver des solutions pour permettre la formation, en même temps l'insertion de l'activité économique. La deuxième chose, mais je me permets que de résumer, c'est qu'il faut absolument regarder les jeunes qui sont entre 18 et 25 ans et qui sont dans un trou de la raquette, quoi, qui n'ont pas de garantie jeune, qui n'ont pas d'emploi aidé, ni privé ni public, qui n'ont pas les services civiques, qui n'ont pas cette chance-là, parce que pour avoir ce que je viens de citer, il faut avoir une connexion avec une collectivité ou une entreprise qui vous accepte. Mais si vous n'avez pas ça, ou pas personne, vous touchez absolument rien, vous n'avez pas de moyens financiers. Vous pouvez être un génie de demain, mais vous n'avez pas même ni l'argent pour acheter un ticket bus, quoi. Donc, et ça, il faut inventer. Je proposerais de mettre en place un projet de revenu minimum, de minimum émancipation, activité jeunesse, et qui n'est pas une aide à l'oisiveté, qui est une aide pour permettre aux jeunes de pouvoir assumer un minimum d'autonomie pour pouvoir inventer, créer ce qu'il faut faire. Mais en même temps, si on ne fait que ça, c'est pas bon. C'est pour ça que nous allons créer un espace, un centre, on verra comment on va l'appeler, mais un bureau spécialisé avec suffisamment de monde. On pourrait l'appeler la maison de la jeunesse. David Zobda s'exprime comme ça, il dit une maison de la jeunesse, de telle sorte qu'on puisse rassembler dans cette maison-là tous les services qui sont dédiés à la jeunesse, avec des moyens financiers importants, mais surtout une logistique en termes de personnel, une logistique technique pour répondre rapidement à leurs demandes, et y compris prendre des risques. C'est-à-dire accepter qu'un jeune peut avoir une initiative qui échoue. C'est pas parce qu'ils ont échoué, toutes les instants pas bon. Bon, voilà, en gros. Mais dans le domaine de l'agriculture, du sport, j'insiste beaucoup parce que là, il y a un travail énorme à faire et on compte beaucoup sur des personnes qui sont avec nous dans le sport pour pouvoir ouvrir des perspectives. Dans le domaine de la culture, absolument travailler pour qu'on puisse construire ce conservatoire de la musique, mais avoir une politique de soutien, de production. Je parle à un musicien. Vous savez, je ne savais pas du tout, j'ai appris ça récemment et je soutiendrai cette initiative très fortement, que lorsque vous vendez sur le numérique, sur des plateformes mondialisées, vous touchez que 0,01%. Un artiste comme Mona, comme Kali, comme Dédé Saint-Prix, il touche 0,01% de la valeur du disque. C'est quoi ça? C'est un pillage de la mondialisation. C'est pour ça que je dis, attention, il faut être dans une logique, avoir une philosophie. Je ne sortirai pas de cette philosophie. En fait, c'est très capitalistique, ça. C'est très mondialisé, c'est très ultralibéral. Je ne suis pas dans ce champ-là. Je suis plutôt dans un champ progressiste et humaniste. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui travaillent, et je soutiendrai l'initiative qui m'a été présentée, eh bien, d'avoir une plateforme locale et du numérique pour pouvoir vendre par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour assurer la promotion de nos artistes. Et si on réussit à mettre cette plateforme sur pied, et si cette plateforme est soutenue, l'artiste pourrait toucher 90% du coût de son album. C'est très différent entre 0,01% et 90%. Néanmoins, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une paupérisation au niveau des artistes et qu'il va falloir, dans le monde culturel, dans le monde de l'art, déployer toute une série d'initiatives en dehors du conservatoire pour qu'on puisse avoir des réseaux de fonctionnement de spectacles avec des salles. On a la chance d'avoir la Palouza. Est-ce qu'il faut créer une deuxième salle? Mais il faut aussi utiliser les grands centres comme la Palouza intelligemment, mais dans le sud aussi. Il faut avoir des lieux vivants de spectacle. Je pense à Saint-Pierre, mais je pense aussi au sud. Des lieux d'entraînement. Revenir sur la question des maisons de quartier. On a oublié complètement. C'est dans les maisons de quartier qu'on pouvait faire naître que des génies. Équiper les plateformes sportives pour le mieux possible, y compris dans les quartiers qui sont isolés, pour permettre l'expression libre du sport, football ou autre, basket, et accompagner l'élite qui veulent aller tenter leur chance au niveau national. Il faut les accompagner financièrement, parce qu'il y a des mamans qui emmènent les enfants dans des conditions très difficiles et qui subissent des échecs.
Donc nous avons un vrai projet pour la jeunesse, je ne pourrais pas tout détailler, l'accès à l'agriculture, l'accès à la pêche, la formation, c'est un vrai défi. On a combien d'hectares de terres agricoles qu'on pourrait peut-être mettre à disposition des jeunes s'ils veulent se lancer dans l'agriculture? Aujourd'hui, vous avez une surface agricole utile de 24 000 hectares à peu près. Bon. Attention, dans 24 000, on dit 12 000 qui est pollué par la chlordécone. Ouais. Bon, faut faire attention. Et puis, vous avez environ un volume de terre dite classée en agricole, et surtout de 44 000 hectares à peu près. Donc, vous avez un volume global qui peut permettre, si jamais on tient compte des terres en friche, avec des possibilités de les utiliser, non pas quelquefois sous le diktat des grands services de l'État, l'ONF ou l'ADL, qui impose au-delà même des volontés. C'est pour ça que dans le rapport chlordécone, et je proposerai ça pour l'avenir, et non pas d'aller prendre les terres de force, etc., mais d'indiquer que désormais, 30% des terres en friche doivent être consacrées à l'exploitation de la diversification pour aller vers l'autonomie alimentaire. Pour sortir de la spirale complètement dingue de 80% de ce que vous consommez, vous l'importez. Il faut sortir de ça. Il faut faire un effort collectif. On va dire, ouais, les OP ne sont pas organisés, et les organisations professionnelles pour capter les fonds européens. Et si vous n'êtes pas dans une OP, ok, d'accord, d'accord. On peut organiser les OP, mais il faut trouver une formule pour les 85% qui ne sont pas en OP et qui produisent quand même, quoi. Il faut trouver un système pour contrôler la rentrée des produits phytosanitaires qui rentrent quand même et qui polluent le sol toujours. Il faut trouver le système aussi pour qualifier les 12 produits agricoles qui sont nos produits et qu'il faut absolument produire localement, tout en limitant l'importation de certaines productions. Alors on me dira oui, mais c'est une décision européenne, une décision française de limiter l'importation de certaines choses qui peuvent être produites localement. Et il faut réussir à les produire localement. Mais non, moi je dis, ok, si tu brigues la présidence de la CTM pour ne pas avoir le courage d'aller parler face à face et puis l'Europe, face à face et puis la France, c'est pas la peine de candidat, quoi. Je rigole, hein. Non, mais je crois. On parlait quoi, mais je trouve ça véritablement, il faut avoir le courage de dire non, c'est pas possible. Si Darcy et Césaire avaient fait ça, on n'aurait pas eu le POSEI. Le POSEI est né. Le POSEI, c'est le programme spécifique de l'éloignement, de l'insularité qui finance les fonds européens, FEDER, FEOGA, etc. C'est le combat de ces hommes, quoi. Ils se sont battus pour dire, ah non, non, il faut créer les régions ultra-périphériques dans des conditions de tenir compte de l'éloignement, de l'insularité et des handicaps dits permanents. Alfred Almond le rappelle souvent. Permanent, ce n'est pas un handicap ponctuel, il est permanent, il l'a tout le temps. Parce qu'on a 8000 km et puis on est soumis à toute espèce d'intempéries. Donc si on prend cette décision, on pourrait, de mon point de vue, ouvrir des niches d'activité, parce qu'il ne suffit pas de produire que pour le local, il faut produire aussi pour la transformation dans l'agroalimentaire, l'agro-transformation, pour exporter ce qu'on peut exporter. Je suis très content aujourd'hui qu'on commence à exporter chocolat pays, qu'on exporte le melon depuis très longtemps. La transformation de l'exportation est visée des marchés très importants. La dernière chose, il faut monter le niveau de l'ambition de la Martinique. La Martinique doit être beaucoup plus ambitieuse que ça. Nous sommes un espace européen situé dans la Caraïbe. Oui ou non? Ben oui. Ben oui, d'accord. Mais sous un espace européen situé dans la Caraïbe, il faut quand même qu'on prenne conscience qu'on a pas loin de nous des pays qui ont des millions d'habitants. Le Brésil, plusieurs centaines de millions d'habitants. Mais d'autres aussi, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Vous avez la Caraïbe. Pour quelle raison? Et c'est là où je ne sais pas que j'en veux, mais je me dis, c'est pas normal qu'on nous fasse boire cette situation sans qu'on réagisse. Parce que si la France rayonne à travers nous, par la biodiversité que nous possédons, la richesse biologique, si la France rayonne à travers nous par la puissance océanique qu'elle a, deuxième puissance mondiale, à quel moment on a profité de ça? À quel moment je construis le progrès à partir de cette richesse-là? Pièce, on nous demande de contempler cette richesse telle. C'est tout. Bel soleil, pied coco, la mer, puis tranquillos. Bon. Non, mais c'est pas possible. Alors qu'on a des jeunes qui sont des types ingénieux, comme tu disais tout à l'heure, qui ont besoin de rentrer dans des process de production, d'organisation, etc. Donc il faut absolument qu'on puisse
rentrer dans un processus, que cette plateforme-là devienne une plateforme de transformation aussi de production, y compris avec des matières premières qui ne sont pas très loin. Et la dernière chose, c'est que si nous voulons profiter de la proximité des pays en développement ou développer, notamment sur la science, sur les matériaux, sur les médicaments, sur la production d'aliments pour les animaux, il faut absolument en Martinique qu'il y ait un laboratoire d'équivalence des normes. Parce que c'est quand même assez stupide d'aller importer quelque chose qui a été déjà importé depuis Belém jusqu'à Havre, et beaucoup par rapport indirectement. Donc il y a un marché régional qu'il faut construire pour permettre l'éclosion de systèmes d'organisation, donc la recherche. Mais pour ça, il faut des habilitations. À l'heure, on ne peut pas le faire. Mais c'est ça qu'on nous a inculqué. On nous a appris de ne pas trop parler, de ne pas rien demander et de se taire. Et je trouve assez bizarre qu'on ne revendique pas cette nécessité d'une science du développement, d'une organisation de développement qui soit capable de produire de la richesse et du progrès. Alors on te dit de te taire parce qu'on te dit qu'en fait, la responsabilité, tu dois l'assumer jusqu'au stade de l'égalité qu'on t'accorde. Donc t'accordes une égalité, donc paie-la. Bon, on m'a dit non, je veux rentrer dans une diplomatie économique qui me permet de créer, de produire. Je veux absolument que mon identité et ma culture soient reconnues localement tout en étant dans la République et dans l'Europe. Je veux tout ça. Eh bien oui, mais c'est juste ambitieux. Donc c'est pour ça que je dis que la Martinique doit être ambitieuse. Et il ne faut pas rester dans le « bon comme ça » et pas de vision et rien du tout. C'est le défi. Autrement, si on perd la règle, si nous perdons la règle là, nous foutus. Tous les jeunes partent et on n'a plus de retour. Alors, M. Donna, du côté du Sud, justement, comment ça se passe avec les jeunes, les pêcheurs? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en avant? Est-ce que vous avez comment ça s'appelle, pour la glace, là, pour les pêcheurs? Les silos à glace. Oui, est-ce que tout ça, ça fonctionne? Est-ce que vous avez des jeunes qui s'inscrivent, qui s'enrôlent pour la pêche? Eh bien, la situation est aussi difficile qu'elle l'était, peut-être même plus difficile qu'avant, parce que tout simplement, les débouchés sont réduits. Et puis, les équipements qui étaient installés, qui ont été installés depuis un certain nombre d'années, n'ont pas, alors je ne jette la pierre à personne, mais enfin, il n'y a pas eu l'entretien nécessaire, ce qui fait que les ports de pêche comme celui de Vauclin sont des ports complètement enclavés et en difficulté aujourd'hui. Alors, je vais ajouter que tout ça, ça a un impact sur l'enrôlement des plus jeunes. Les professions maritimes, notamment les marins-pêcheurs, ce sont des professions qui se meurent. Alors, je ne veux pas dire que ça va disparaître parce que la mer, c'est quand même un élément qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie de notre histoire. Il y a des traditions, il y a des familles de pêcheurs. Les gens aiment la mer, notamment dans les communes du Sud. Et pas seulement, au Nord aussi également. Mais je veux dire que les efforts qui auraient pu être faits, qui auraient dû être faits pour moderniser les outils qui sont à disposition, comme le port de pêche du Vauclin, celui du François, celui de Trinité, etc., n'ont pas été faits en temps et en heure. Aujourd'hui, ça complexifie la situation et la pratique même de la pêche et des activités maritimes de certains nombres de nos concitoyens. Alors, pour répondre directement à votre question, aujourd'hui, ce sont des secteurs qui sont complètement en souffrance et qui méritent une attention particulière. Alors, évidemment, avec l'équipe présidée par la future équipe qui gagnera, j'en suis certain, la prochaine élection, présidée par Serge Letchimy, il y aura une réflexion encore là aussi sur ce secteur-là à mener particulièrement, et puis surtout des actions pour aider ces secteurs en crise et en difficulté. Oui, alors, oui, pardon. Juste pour terminer, évidemment, alors toute cette ambiance relativement morose a un impact sur les vocations. Pierre Stiboulom, qui a sorti l'école de pêche, bon, s'ils peuvent laisser le secteur, ils le font à grands pas. Il n'y a pas foule pour rentrer dans... D'autant qu'on leur demande aujourd'hui d'aller pêcher beaucoup plus loin par rapport à cette histoire de chlordécone, mais pour aller plus loin, il faut d'autres bateaux que les bateaux actuels que les pêcheurs ont. Avec quelle aide qu'ils vont avoir ces bateaux-là? En fait, c'est toute une problématique que M. René Adema nous parlait dernièrement.
Et ça impacte énormément le secteur de la pêche. Et puis vous avez les problématiques aussi d'ensablement des ports de pêche. Oui. Grand-Rivière, c'est le cas le plus connu, mais le Vauclin également, le François. Régulièrement, on assiste à un dragage qui se fait peu ou prou, mais enfin, qui gêne considérablement l'exercice de l'activité pêche. Aujourd'hui, là encore, nous aurons une attention particulière et des efforts, des actions à mener pour donner un outil conforme aux professionnels du monde de la pêche. Vous pouvez passer ce week-end, vous allez voir le port de pêche du Vauclin qui est complètement ensablé et qui gêne l'activité et qui gêne quasiment, qui met à l'arrêt tous les professionnels et c'est récurrent. Hein. Je vais vous dire que ce n'est pas un problème ponctuel, c'est un problème régulier. Alors je ne veux pas parler de problème de conception de l'outil même, hein, mais en tous les cas, il y a une problématique qui n'a pas été réglée là, absolument. Bien. Alors, concernant la CTM maintenant, le côté administratif même de la CTM, lorsqu'on regarde les plénières de la CTM, on voit combien c'est difficile entre un conseil exécutif qui décide de tout, qui fait tout, et une assemblée qui n'a pas les moyens en personnel pour travailler, administratif, en financier, tout ça. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur quelque chose concernant les relations entre l'exécutif et l'Assemblée? Est-ce que, par exemple, une décision prise par l'Assemblée, que, par exemple, l'exécutif décide de ne pas l'appliquer? Par exemple, je ne veux pas forcément faire penser à Seguino, l'Assemblée. Mais c'est un peu le raisonnement que j'ai eu tout à l'heure, si je peux me permettre d'employer ce terme-là. Si vous avez une équipe qui a été composée de manière respectueuse et partageant le même objectif, n'étant pas complètement divisée dès le départ, c'est une équipe saine, on peut avoir une gouvernance fiable. Bon. On répète que ce n'est pas le cas. Oui. Et ça a fait la démonstration. Bon, les Martiniquais Donc, non. la première démarche, c'est d'avoir une gouvernance, une équipe, parce qu'on a dit entre nous, c'est pas, je conduis la liste, mais c'est une équipe. Et dans cette équipe-là, tout le monde est respecté. C'est pas parce que PPM est des 1500 militants et que tu as Annie 80 ou 100 qui n'est pas personne. Donc on respecte tout le monde, on essaie de trouver des solutions, etc. Ça, c'est très important. C'est à partir de ça qu'on peut dire qu'on peut gouverner ou prendre des décisions cohérentes qui ne seront pas discutées. Ça peut être refusé. Et on peut travailler parce qu'il y a une autonomie politique de l'Assemblée face à un exécutif qui fait des propositions. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Vous avez l'exécutif de 9 personnes qui élabore des projets, fait des propositions, fait voter le budget dans tous les domaines, qui gère le personnel, qui détient la bourse en gros, donc qui dirige la collectivité, et avec son président, le président de l'exécutif, qui est l'autorité supérieure de la collectivité. Moi, je l'entends comme ça. Et puis vous avez aussi le président ou la présidente de l'Assemblée qui a une autorité très importante, mais qui n'est pas la même. Ce n'est pas la même autorité, mais elle est aussi importante. Puisque si le président oriente le vote contre l'exécutif, eh bien, son pouvoir de casser la décision est un pouvoir très fort. Donc, ce qui veut dire qu'il faut dégager une majorité et que la population comprenne bien qu'il faut que le vote soit clair pour dégager une bonne majorité. Et cette majorité dite saine, structurée et organisée partageant les mêmes objectifs, ce n'est pas une démarche individualiste, quoi, eh bien, cette majorité peut à ce moment avoir un président ou une présidente de l'exécutif, avec un président ou une présidente de l'exécutif qui ont des rapports de majorité et pas des rapports d'ennemis. C'est ça qui se passe. Bien sûr, et nous avons prévu plusieurs choses très importantes. Donner des moyens à l'Assemblée. Et Claude Lise a raison, il a eu raison de dire qu'il n'avait pas de moyens. Mais vous savez, quand on veut vous faire taire, on vous assèche. C'est très simple. Hein. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas qu'à bord. Sur les choses, il n'y a pas à bord de l'eau. Bon. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut que dans un règlement qui sera voté dès le départ, qu'on sache exactement les besoins de l'Assemblée pour que l'Assemblée puisse fonctionner. Je prends un seul exemple. Si le président ou la présidente de l'Assemblée veut analyser
20 actes de délibération réalisés. Il faut les analyser juridiquement. Il ne peut pas signer, parce que c'est lui qui signe, hein, une délibération qui a fait 10 pages et puis des millions d'euros engagés dans 10 pages-là. Le risque d'être mis en examen tous les jours, il n'y a au moins 3-4 juristes qui travaillent à le dossier. Parce que c'est pour le médecin, c'est le cas de Lise. Mais moi, je suis urbaniste, etc. Toi, tu es banquier, toi, tu es ingénieur, etc. Tu n'es pas spécialiste de tout. Mais il faut donner les moyens. La deuxième chose, c'est que je suis un fervent partisan, même si à l'intérieur du groupe, il y a encore des discussions, mais on va régler ça, que la gouvernance du conseil exécutif est trop monocolore. Ce n'est pas une proposition de la chimie, on a fait faire croire ça. Ce n'est pas vrai du tout. On voit les votes qui ont été faits lors des congrès. Ce n'est pas une proposition venant de ma part. Cette proposition a été déposée. Je n'étais pas président de collectivité à cette époque du tout. Donc je ne peux pas avoir fait des propositions comme ça. Mais je pense qu'on peut, simplement, quand on fait la liste de la gouvernance, mettre un ou deux opposants, on verra le nombre, à l'intérieur de la gouvernance de l'exécutif. Si mes collègues acceptent cette proposition-là, ça va permettre d'atténuer le débat et de porter à connaissance de manière permanente toutes les décisions du conseil exécutif. Parce que quand on comprend à 9 tout seul, ensemble, et en conclave, mais les oppositions ont l'impression que tout n'est pas clair. Donc, si vous faites participer ça, si ce sont deux personnes intelligentes et ouvertes, qui sont dans l'opposition, ils vont écouter. Et puis, certainement, aller beaucoup plus loin pour que, bien sûr, tous les documents avec des points précis soient faits en respectant les procédures. C'est-à-dire, une proposition du conseil exécutif ne peut pas être la proposition automatiquement votée, parce que la commission de l'Assemblée peut demander des modifications et accepter des modifications. Aujourd'hui, ce n'est pas accepté. L'exemple de Séguineau, c'est extrêmement clair. Deux dernières choses, c'est que nous ne pouvons pas vivre avec 5000 salariés en les ignorant, y compris à la limite en les méprisant un peu, quoi. Ce n'est pas des exécutants, ce n'est pas des objets, ce sont des êtres humains. Donc il faut des politiques de formation très poussées à l'intérieur. Il faut absolument assurer la conjonction entre l'ancien département et l'actuel et l'ancienne région pour qu'il y ait un travail en commun. Il faut surtout avoir un dialogue social poussé, tel que j'ai toujours fait, anticipant les conflits. Je n'ai pas eu de conflit à la région pendant les 5 ans, de sorte que les 5000 personnes travaillent ensemble. Pour l'instant, il n'y a même pas d'organigramme. Il y a un organigramme un peu bizarre qui a été fait. Donc il faut absolument que ces organigrammes-là soient mis en œuvre. Et dernière chose, on ne peut pas gouverner en 2021 quand on gouvernait il y a 20 ans, 30 ans. Il faut absolument ouvrir le débat au dialogue citoyen de manière multiple. Démocratie participative, conseil citoyen, conseil des jeunes, conseil des personnes âgées. Il faut absolument décentraliser par des logiques de débat sur ce que j'appelle les biens communs, l'eau, l'énergie, la santé, pour que le citoyen donne son point de vue, ne pas seulement laisser exposer. Et il faut absolument aussi que la Martinique accepte qu'on débatte de son identité, de son histoire. Et à ce titre-là, je pense qu'il faut absolument revisiter les conséquences de la colonisation de l'esclavage sur les effets produits dans l'espace public. Donc, à ce niveau-là, la collectivité doit dialoguer, parler, accepter les critiques et non pas accepter les gens qui viennent discuter, qui manifestent, leur ouvrir la porte, dialoguer. Pour moi, le dialogue et l'écoute, la capacité d'écouter le peuple, y compris un peuple qui n'est pas d'accord avec vous, c'est la plus belle des choses qu'on peut offrir à la démocratie à Martinique. Donc on a besoin de cet apaisement, de cette sérénité. Alors là, c'est quand même une sacrée annonce que vous faites là ce soir. C'est-à-dire que vous allez permettre à l'opposition d'entrer au conseil exécutif. Bien sûr, je l'ai dit. Alors je le dis bien par précaution, par respect. On vous écoute, hein? Mais bien sûr qu'on m'écoute, mais par respect pour mes colistiers. Oui, bien sûr. Il y a eu un petit débat à l'intérieur et on a eu 2-3 observations, mais je me suis permis de dire, j'ai une idée, je vais défendre mon idée. Alors on va débattre. J'ai déjà 2 personnes là qui sont favorables. On va essayer de convaincre pour expliquer, mais il faut faire ça dans un cadre précis. La crainte des personnes dans notre groupe qui débattent là-dessus, c'est qu'on a une déstabilisation interne. Je dis non, il faut accepter, parce que si c'est 2, on est 9, on est 7 majoritaires, si vous pas arriver, si vous faites voter en bagaille, alors on est 7 à souder ou pas bon, quoi. Donc je pense que ce dialogue-là, des fois c'est compliqué, mais c'est en donnant la parole à la diversité, au contraire,
à ceux qui ne pensent pas comme vous. Et on n'est pas dans une monoculture de la pensée, donc il faut absolument donner la parole à gens. C'est une vie, hein. On est en Martinique. Mais vous savez, tout ça, là, on fait je vois un tas d'histoires, là, pour des postures personnelles quelquefois, mais on est tous des Martiniquais, hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a une mission ponctuelle pendant quelques temps de servir le peuple. Donc il ne s'agit pas de rester comme si moi c'est propriétaire PIA, ou c'est objet moins, ou c'est objet moins, ça c'est l'agent moins, c'est quoi ce machin-là? On est propriétaire de rien, on n'a pas un euro. Tout appartient au peuple. Alors, à l'Assemblée nationale, j'ai déjà vu effectivement qu'on donne la commission des finances ou des commissions importantes à l'opposition. Oui, donc, vous êtes en train d'innover en faisant ça ici en Oui, Martinique. je pense qu'il faut aussi accepter que des membres de l'opposition puissent présider une commission qu'on choisira. On verra quelle commission. Mais cette proposition a été faite par ailleurs. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des outils externes qui sont à gérer. Et il ne faut pas hésiter, parce qu'on connaît un membre de l'opposition qui est spécialiste et qui est honnête et qui peut prendre la tête d'une institution à diriger. Je pense que cette ouverture-là est fondamentale. Parce que ce qu'attendent les Martiniquais, c'est surtout de ne pas reproduire ce qui s'est passé. Et pour ne pas reproduire ce qui s'est passé, il faut accepter d'ouvrir le dialogue et le débat. Bien. Alors, M. Salibert, quand vous entendez ça, ça vous... Mais c'est normal, c'est la nouvelle gouvernance. Nous sommes des hommes ouverts, nous sommes tous des Martiniquais, M. Le Tchimi l'a répété, et je pense qu'il faut, nous n'avons pas la pensée unique. Oui. Nous sommes sûrs d'avoir le meilleur candidat, mais il y a quand même d'autres candidats qui peuvent, s'ils mettent leur ego de côté, discuter et travailler avec nous, parce que qui ont pour objectif de relancer la Martinique, d'investir. Et ça, c'est important. C'est important. Je pense qu'on peut trouver aujourd'hui un certain nombre de candidats qui sont là, qui pourraient éventuellement peut-être travailler avec nous. Et puis, qui acceptent. Une fois l'élection passée, on est tous des Martiniquais. On est tous des travaille Martiniquais pour la Martinique, je crois. pour la Martinique. Je crois que c'est ça l'important. On arrive presque au terme de l'émission. Monsieur Odona, des propositions peut-être qu'on ne vous a pas entendu faire, mais que vous avez envie fortement de nous faire savoir. Oui, un petit complément sur la gouvernance. Bon, c'est l'une des suggestions que je vais faire au groupe. Il me semble, pour avoir assisté à quelques débats souvent houleux et souvent difficiles, il me semble qu'il manque un espace entre les deux, entre l'Assemblée et le Conseil exécutif, un espace de discussion, de façon à apaiser en amont les débats, à apaiser les esprits, à apaiser les hommes et les femmes, pour ne pas arriver sur des plénières qui durent 3-4 jours avec des cancans interminables où chacun s'écoute parler. Je pense que c'est un espace qu'il faut imaginer, une pré-discussion qui pourrait désamorcer un certain nombre de sujets problématiques. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous ne discutez pas et que vous arrivez dans une instance avec une frustration accumulée, là, au bord de la parole, ou avaler pendant des aides dedans, hein. Et puis vous déversez. Même si ça ne concerne pas le sujet exactement. du moment. Et puis celui qui est en face, il va répondre. Et puis voilà. Bon, alors j'ai envie qu'on redonne l'envie, sans jeu de mots, à la population d'écouter les débats, parce que pour ceux qui aiment la politique, c'est quand même intéressant d'écouter des propositions, souvent des propositions de bon niveau, faites par des hommes et des femmes qui sont de qualité. À condition que ces propositions ne soient pas polluées par des ressentiments personnels, par des histoires personnelles, par des cancans, etc. Et j'ai envie que la population, dans son ensemble, aime ses élus et aime cette assemblée qui est pour nous notre gouvernement local. Je le répète, c'est bagaille nous. Nous sommes tous des Martiniquais, Serge l'a dit. Il est absolument indispensable que les uns et les autres reprennent la possession de ce qui leur appartient. Alors, dans la même veine, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, lorsqu'on va faire ce travail sur l'eau, que, par exemple, M. Lanois ou quelqu'un d'autre, un citoyen simple, puisse faire partie de ce comité? Oui. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit à 100% des élus? Est-ce qu'un citoyen ne pourrait pas participer à ces comités? Non, mais je pense qu'il y a des comités pour ça. Le CESE, par exemple, si on a des décisions importantes à faire, le Conseil économique et social de l'environnement, etc., ça peut être, par exemple, un endroit avec des techniciens, avec des hommes du pays qui ne sont pas élus, et puis qui nous donnent déjà un premier point de vue sur un certain nombre de nouveautés.
ou alors qui évalue pour nous un certain nombre de choses. Pourquoi pas qu'ils fassent un premier travail d'approche et puis qu'il soit débattu au niveau de l'Assemblée. Ouais. Je pense qu'il y a des organismes qui peuvent faire ça avec nous. Ou alors carrément un citoyen qui a participé dans une association sur tel projet et que ce projet-là est débattu par la CTM, est-ce que s'il y a un comité qui s'est monté pour l'eau, pour le transport, pour quelque chose d'autre, même pas. Un citoyen pourrait... Un représentant d'un groupe de citoyens, voilà, c'est ce que Serge disait tout à l'heure. D'accord. Concernant l'eau, concernant je sais pas, le contact avec la population, concernant le social, concernant les associations de troisième âge, etc. Nous avons des gens qui travaillent avec ces gens-là et qui peuvent nous fournir un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles dans nos décisions. Oui. C'est vrai. Alors, Monsieur Odona, pour le troisième âge, vous qui êtes dans le milieu professionnel, est-ce que vous faites de plus en plus de bâtiments seniors pour permettre aux personnes âgées de vendre une grande maison parce que les enfants sont partis vivre chez eux, ils se retrouvent avec des escaliers, ils se retrouvent avec des baignoires, encore ils ne peuvent pas lever jambes pour rentrer dedans. Donc, est-ce que vous avez ce genre de projet pour permettre des maisons à vivre pour des seniors? Ils se retrouvent avec un étage auquel ils ne peuvent même pas accéder. Oui, tout à fait. Évidemment, puisque la population vieillit, Serge l'a dit tout à l'heure, il y a depuis quelques années dans le pays, le développement d'une typologie de bâtiments, c'est comme ça qu'on dit, qui vise à accueillir les publics seniors. Parce que on aura ça aussi. On ne parle pas d'EHPAD, hein, c'est autre chose. Hein. Non, l'EHPAD, c'est pour ceux qui sont dépendants. Je parle de résidences qui accueillent des personnes d'âge mûr, comme on dit, qui sont en pleine forme, hein, qui ont toutes leurs capacités. Mais il y a un attrait pour ce genre de résidence parce que, et on le voit dans nos communes, notamment celle du Grand Sud et je pense celle du Grand Nord également, des gens qui sont isolés. Quand les enfants sont partis, qu'ils ont grandi, qu'ils se sont mariés, qu'ils font leur vie, ils ne sont pas forcément à proximité de des habitations des parents, parce que chacun fait comme il peut. Et puis bien souvent, ils sont à l'étranger ou tout simplement en France, hein, puisqu'on a aussi cette problématique que Serge a évoquée, du départ et du non-retour. Bon, eh bien, c'est vrai qu'il y a depuis quelques années le développement de cette typologie de bâtiments et de cette thématique qui permet d'accueillir des publics de personnes mûres. Et je n'ai pas le sentiment que cette tendance va s'inverser parce que ça répond à une véritable demande. Ça répond à un véritable besoin. Les gens de ma génération, nous serons concernés dans quelques années et j'entends autour de moi des gens, des amis, des cousins, des frères qui disent qu'ils sont intéressés par ce genre parce que, alors, faut pas non plus refaire l'histoire. Le fait d'avoir de grandes maisons pour beaucoup d'entre nos parents répondait à un besoin. Parce que quand vous avez vécu petit à 9-10 dans des cases, à un moment donné, quand vous avez un peu plus d'aisance financière, vous avez aussi envie d'être un peu à l'aise. Donc ça a répondu à une demande également. Bon, maintenant, on fait le cheminement inverse. Des générations qui ont vécu dans de grandes maisons, donc qui n'ont pas eu ce besoin d'avoir de l'espace et de l'espace à entretenir, parce que ça coûte de l'argent aussi. On revient à des choses beaucoup plus modestes et beaucoup plus de proximité. Alors, juste un dernier petit point pour ajouter, pour compléter. Bon, je dis ça devant l'urbaniste. Il y a le côté architectural, mais il y a aussi, et c'est ça, nous nous battons aujourd'hui lorsque nous voulons faire des résidences seniors ou même des logements sociaux, nous nous battons pour qu'il y ait à côté de ces immeubles des lieux de vie. Il faut créer des centres d'activité à côté de ces immeubles. Il faut que les gens puissent faire de la couture, faire de la musique, faire de la danse, faire du sport, faire des jardins partagés, utiliser des plantothèques, faire visiter aux jeunes, aux écoliers. Nous essayons de faire, par exemple, à côté de notre résidence au Mont-Nevers, nous allons essayer de faire une plantothèque où nous n'avons que des plantes médicinales. Mais nous voulons que ce soit les gens qui habitent l'immeuble qui l'entretiennent. Et une fois que c'est entretenu,
qu'on emmène les enfants de l'école visiter cette plantothèque et que ce soit les grandes personnes qui leur montrent et qui leur apprennent. Il faut créer une activité, il faut créer un lien social. Un lien social dans ces immeubles que vous faites pour le 3e âge, puisque nous serons tous vieux. Mais nous aurons au moins une activité, nous allons transmettre notre savoir, nous allons nous faire plaisir dans cette plantothèque ou dans ces jardins partagés, et nous allons pouvoir communiquer avec les enfants sur leur temps scolaire, leur temps périscolaire, pas scolaire. Sur le temps périscolaire, nous allons communiquer avec ces enfants pour maintenir un lien et leur dire ce que nous savons sur ces plantothèques. Alors, et ça, c'est important. Qu'est-ce que l'urbanisme pense? Parce que finalement, il y a aussi un autre problème, c'est que tout le monde ne pourra plus avoir du terrain pour faire villa avec piscine. Hein. Bientôt, il faudra commencer à construire de plus en plus en hauteur. Enfin bon, ça, c'est plus le travail de l'urbanisme, peut-être. Oui, mais ce que Lucien vient d'expliquer, c'est à la fois rechercher des conditions de vie qui respectent l'être humain, mais dans sa relation avec l'espace, la société, ses enfants, les plantes. Parce que beaucoup de personnes âgées ne sont pas dans le standard de la résidence fermée. Ce sont des personnes, même dans une case ou dans une maison de quartier, il y a une relation avec l'extérieur. Il y a une relation avec le voisinage. Il y a une expression qu'on employait dans les quartiers qu'on n'emploie plus, soupler. Et soupler, ça veut dire mon capacité. Mon âme, il n'est pas même de bon, je vais dire soupler, mais il est capacité. Donc ce lieu commun de l'extérieur par rapport à l'intérieur est essentiel dans l'habitat et notamment dans la case, l'appropriation de la case. Parce que la case est un concept de survie d'abord. Donc cette réalité de la survie sociale, culturelle et économique dans leur relation avec le voisinage et leur relation avec l'intérieur et l'extérieur, quand vous mettez des gens dans des standards d'EHPAD, c'est perdu. Il y a une rupture psychologique. C'est pour ça que je ne suis pas contre les EHPAD, je le dis parce qu'il y a des promoteurs d'EHPAD qui pourraient me dire « tu es contre les EHPAD ». Mais il y a ce handicap-là, il y a un autre handicap qui est le reste à payer. Parce que le reste à payer sur les EHPAD, malgré les charges qui sont prises en charge par l'égalité, il y a quand même des restes à payer qui sont assez conséquents. C'est pour ça qu'il faut absolument en tenir compte, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Bon. Et si nous voulons à la fois répondre à ce besoin social d'un reste à payer acceptable, et en même temps des conditions de vie qui sont en cohérence, on faut aller vers un peu plus d'évolution. Moi, je pense aux MARPA, aux maisons qui sont des maisons pour les personnes autonomes, mais qui, en même temps, permettent aux gens de vivre en collectivité tout en ayant une relation à l'extérieur intégrée dans un quartier. Il faut que ce soit intégré dans un quartier pour que la proximité du voisinage continue à exister, pour que la boutique à côté les accepte, pour que l'entraide continue. Et je pense qu'il faut même aller plus loin, c'est-à-dire de faire des résidences partagées entre jeunes et personnes âgées pour construire la solidarité. Et la troisième chose, honnêtement, Martiniquaises, tout le temps, ça peut garder maman, papa, bocaï, garder. Parce qu'il va falloir qu'on lance un programme de mise aux normes et d'adaptation pour que les personnes âgées puissent bénéficier d'aide pour que ça reste dans la famille. Et la famille, la cellule familiale accueille. Bien sûr, il va falloir faire des aménagements de toilettes, de WC, de ceci, de cela. Il faut financer ça. Il faut vraiment financer ça. Et ça va donner beaucoup de travail à des personnes qui sont... Aux artisans. Et ça, moi, je privilégierais plutôt l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur des maisons, bien sûr, en multipliant les possibilités de résidence. Il ne s'agit pas d'isoler, il s'agit de prendre en charge et d'accompagner à une fin de vie, tout en respectant la personne qu'on a aimée. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire que je ne vous ai peut-être pas demandé à tous les trois, si vous voulez, le mot de la fin? J'allais dire juste un petit mot. Oui. Nous avons un plan de relance ambitieux que nous avons aujourd'hui. Mais j'aimerais effectivement qu'on puisse émarger dans ce plan de relance. Parce que déjà, nous avons, nous, une série de dossiers. Il y a deux choses. On nous demande de les donner des numéros de préférence. Ça veut dire tu parles du plan de relance État. État, pas le nôtre. Hein. Ah ouais, d'accord. Non, plan de relance État. Actuellement, nous avons actuellement une proposition de plan de relance. Il faut absolument que nous nous battions pour qu'on puisse nous financer ce plan de relance presque à 100%. C'est-à-dire, ce qu'on nous a proposé pour la quasi-totalité de dossiers, c'est les 92% de financement et les 8% de FCTVA ou autres.
C'est-à-dire le FCTVA, c'est simplement le fonds de compensation de la TVA, pour que nous avançons cette somme, mais qu'elle nous soit restituée une fois que nous aurons dépensé. Il faut qu'on ait marge dans ce plan de relance, et pour ça, il faut que nous élus, nous battions pour que nous puissions avoir ce financement pratiquement à 100%. C'est la seule façon d'en bénéficier. Bien. Monsieur Odona? Non, je resterai général. Dire que l'équipe constituée autour de Serge Chimi est une équipe de femmes et d'hommes de qualité, avec une réelle ambition pour le pays, en tous les cas l'envie de faire bien, d'apaiser la situation et puis de faire en sorte que la politique soit vue comme un élément qui sert et qui amène une plus-value à la vie de nos concitoyens. En tous les cas, je souhaite que la campagne, puisqu'on va rentrer en campagne bientôt, soit sereine et apaisée, et puis que, à l'issue de toutes ces semaines d'explications, de visites, de conférences, etc., que la population fasse le choix de la liste conduite par Serge Chimi. L'Alliance. Ouais, Le nom de la liste, c'est l'Alliance. L'Alliance. J'aimerais dire à la population de la Martinique, en toute honnêteté, d'observer, de regarder le programme, ne regardez pas d'hommes. Regardez le programme que nous sommes en train de vous proposer. Regardez la relance que nous sommes en train de vous proposer. Regardez l'expérience des hommes qui vont vous conduire demain. Parce que malgré tout, Serge Chimi, en tant que député, c'est quand même la loi sur les résorptions de l'habitat insalubre, c'est quand même la loi sur les divisions, c'est quand même la loi sur la biodiversité, c'est quand même lui qui nous a mis dans l'OECS, et j'en passe, et j'en passe. La loi sur les VHU. Faites confiance aux hommes qui vous ont prouvé qu'ils peuvent prendre des mesures pour notre population et avec notre population, qui connaissent notre population et qui ont un projet pour notre population de demain. Faites confiance à cette liste. Et c'est un avantage aussi d'avoir un carnet d'adresses en France bien fourni. Parce Absolument. Que même si vous êtes dans l'opposition en France, je crois que vous êtes un des députés, vous prenez souvent la parole, vous avez le respect du gouvernement. J'espère. Et là, simplement, nous sommes dans une république. Il faut respecter la République. Je ne demande pas l'indépendance. Je ne suis pas sur cette ligne-là. Donc, il y a une élection qui se déroule là, en juin. Et si on est élu le lendemain, en juillet, et Macron est toujours président. Hein. On n'aura pas changé de président entre-temps. Que ce soit Macron ou n'importe qui, il faut discuter avec le gouvernement. Parce que si vous voulez, en tant que région, prendre possession de votre responsabilité et exécuter des opérations, là, Lucien parlait du plan de relance État, mais c'est un plan de relance souhait. Et quand vous avez un plan de relance et puis vous n'avez pas de projet derrière concret pour consommer les fonds du plan de relance, c'est pas la peine. Donc il faut négocier avec le gouvernement et je n'hésiterai pas une seconde à répondre à leurs invitations ou à prendre des initiatives pour négocier avec le gouvernement pour chaque action, pour savoir quelle est l'attitude, parce qu'il n'y a pas que le fric. Hein. C'est pas une question quelquefois d'argent, c'est souvent une question de blocage. Donc il faut qu'ils s'engagent à débloquer juridiquement, réglementairement des projets qui seront essentiels pour nous. Parce que si on ne décolle pas très très vite, on ne redonne pas l'espoir par l'investissement, j'insiste, par l'investissement, sans pour cela être borné sur les problèmes d'excédent ou de déficit. Il faut avoir un excédent chaque fin d'année, mais mesuré, pas des excédents excessifs. Et donc il faut absolument dialoguer avec le gouvernement, peut-être que ça jouera l'expérience qu'on a de savoir discuter avec le gouvernement. Mais peut-être pour dire un petit mot de conclusion aussi, je pense qu'il faut tourner la page. Et il faut tourner la page, pas avec mépris vis-à-vis de ceux qui ont gouverné pendant 5 ans. Ça peut paraître assez particulier de m'entendre dire ça, parce que j'entends vraiment des violences verbales terribles. Avec des gens qui s'aimaient beaucoup pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis qui se détestent aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. Donc il faut tourner la page, et je tourne la page avec respect, en disant que Marie-Jeanne, président de la collectivité, il fait sa ITP, pointerait à la ligne, quoi. À quoi ça va servir de le massacrer? Et bon, c'est bon, quoi. Il a fait ce qu'il a pu, il a avancé, il avait ses méthodes et ses moyens que je ne partage pas du tout, ni sa philosophie, ni sa ligne politique. Et il faut, de manière résolue et délibérée, penser à demain, penser au futur, penser à l'avenir.
Les Martiniquais ne vont pas nous pardonner de rester dans un cancan éternel. Donc il faut absolument qu'on projette. Et pour projeter, depuis 2 ans et demi, je dis bien nous, 2 ans et demi. Ce n'est pas un programme qui fait depuis hier. Nous, à travers son programme, pour voir exactement que veulent les Martiniquais, qu'est-ce qu'ils sentent, quels sont leurs besoins vitaux, et qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à leurs attentes. Moi, si je réussis dans les 7 ans qui viennent, parce que c'est 7 ans de mandat, c'est assez particulier, ne serait-ce qu'à redonner espoir et redonner à la Martinique l'envie d'être beaucoup plus ambitieuse qu'aujourd'hui et de pouvoir stabiliser les hémorragies sociales et économiques, environnementales, écologiques que nous avons, ne serait-ce que ça, ma mission sera remplie. Et ensuite, je serai très fier de pouvoir passer la main à des générations qui viennent. Vous préparez l'avenir. Absolument. Très bien. Merci à tous les trois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Puis merci et bonsoir à tous ceux qui ont accepté de nous écouter jusque-là. Alors, il y a des messages que je n'ai même pas lus, mais parce que je préfère vous laisser encore parler pour développer et expliquer votre programme. Merci à tous les trois. Et puis, merci beaucoup. Cette élection sera particulière, cette campagne sera particulière avec le Covid. Donc, nous allons forcément nous revoir souvent, puisque la campagne se fera avec les médias, télévision, radio. Absolument. Donc, voilà. Avec des précautions. Qui est autorisé. Avec des précautions. Avec des précautions. Oui, c'est autorisé, D'accord. mais en respectant les gestes barrières. Par contre, les réunions aujourd'hui importantes ne sont pas des meetings, quoi. C'est pas autorisé, puisque la période légale n'est pas sortie. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Okay. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Zouk TV. Au revoir. Au revoir.